Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir au Quai des Savoirs dans le cadre de la Semaine du Cerveau. Alors ce soir, nous allons parler de souvenirs. Nous allons parler de souvenirs, mais surtout nous allons essayer de comprendre comment ces souvenirs ils peuvent rester en mémoire. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, et on va en parler tout de suite, c'est que ces souvenirs, pour qu'ils restent en mémoire, eh bien, il va falloir qu'ils soient d'abord consolidés, puis reconsolidés, c'est-à-dire que en permanence, on les ramène à la conscience, on en fait ce qu'on peut en faire, et puis après, on les reconsolide. Et ce soir, on va apprendre que ces souvenirs, au moment où ils reviennent à la conscience, eh bien, ils peuvent être manipulés. Et cette manipulation, elle est très très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y a une pathologie en psychiatrie qui s'appelle le trouble de stress post-traumatique et qui survient après un stress dit traumatique, donc une effraction psychique très importante, une peur intense, et ces souvenirs, on va les appeler des souvenirs traumatiques. Et dans cette maladie, le problème, c'est que ces souvenirs reviennent alors qu'on ne les appelle pas forcément, et qu'ils sont tous associés à beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Et c'est ce qui donne le caractère très très invalidant de ce trouble. Et en parlant de manipulation du souvenir, eh bien ça devient très très intéressant, parce que si on arrive à détacher eh bien, cette angoisse du souvenir, lorsqu'on le reconsolide, eh bien, progressivement, peut-être que le trouble pourrait être soigné. Donc, pour parler de tout ça, je suis ravi d'être en présence de mes amis et collègues. D'abord, le professeur Birme, qui est professeur de psychiatrie au CHU de Toulouse et qui est spécialisé dans cette maladie dont je parle depuis tout à l'heure, qui s'appelle le trouble de stress post-traumatique. Il a créé en psychiatrie à Toulouse une équipe de recherche spécialisée dans ce trouble. Et il travaille donc sur cette histoire de reconsolidation des souvenirs. Et à côté de lui, Pascal Roulet, qui est professeur aussi des universités et qui travaille au Centre de recherche de cognition animale, dans une équipe qui s'appelle Remember et qui, lui, est spécialisé dans la reconsolidation du souvenir chez la souris. Et donc, l'association de ces deux chercheurs permet peut-être d'entrevoir un espoir dans le traitement de ce fameux trouble de stress post-traumatique, trouble très invalidant. Donc je vous laisse la parole, messieurs, et après nous aurons un moment d'échange où vous pourrez poser des questions, nous essaierons de discuter avec vous pour approfondir le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc ce soir, d'abord je vous remercie également d'être venus ce soir aussi nombreux. Et on va vous parler, comme le titre l'indique, d'un comprimé pour oublier. Oublier quoi ? On verra tout à l'heure. Et puis on va surtout vous parler d'un mécanisme, comment faire pour diminuer la force d'un souvenir dans le cas de ce trouble de stress post-traumatique. Donc on a organisé cette présentation que j'espère assez simple en 3 parties. On va bien sûr parler de l'intervention sur le souvenir traumatique chez ces patients atteints de ce trouble de stress post-traumatique. Donc ça, c'est la 3e partie, la plus importante. Mais juste avant, donc la 2e partie, on va vous parler de ce qu'est réellement le trouble de stress post-traumatique. Et puis, je vais démarrer, moi, sur la mémoire, puisqu'on va essayer de manipuler, à un moment donné, cette mémoire. Et cette mémoire traumatique. Donc avant de vous parler de mémoire traumatique et comment agir dessus, je vais juste faire très très brièvement quelques petits rappels pour pouvoir comprendre ensuite cette thérapie. Donc la mémoire, tout le monde sait ce que c'est, ou tout le monde a une idée de ce qu'est une mémoire, mais vous savez certainement qu'il y a différents systèmes de mémoire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir. Il y a de la mémoire procédurale, les savoir-faire, apprendre à faire du vélo ou du piano. Il y a une mémoire qu'on appelle sémantique, donc là où tous les faits sont stockés, donc par exemple que la tour Eiffel est à Paris ou que le cochon est un mammifère. Et puis ce qui va nous intéresser plus dans notre cas, c'est la mémoire épisodique ou autobiographique, où dans cette mémoire-là, tous les souvenirs personnels vont être stockés. Alors il y a différents types de souvenirs personnels, mais par contre, ils ont tous, vous pouvez tous dire pour chaque souvenir, excusez-moi, où c'était et quand c'était. Et donc, ça peut être des souvenirs de vacances, ça peut être des souvenirs très heureux ou moins heureux, comme un mariage ou un enterrement. Et également des souvenirs extrêmement traumatiques, comme par exemple les attentats de Paris. Donc, cette mémoire épisodique, ces souvenirs personnels, ont été décrits pendant très très longtemps comme des souvenirs extrêmement fidèles de la réalité. Donc il y avait des métaphores sur une mémoire photographique ou une bande vidéo ou une mémoire informatique. Donc on a quelque chose
qui ressemblait à un support de la réalité du souvenir. Et dans certains cas, la mémoire humaine s'approche assez près de cette conception, puisque dans certains cas, je vais prendre juste deux exemples, l'exemple de Stephen Wiltshire, par exemple, eh bien, il suffit qu'il survole en hélicoptère une ville pendant 15 à 30 minutes, il rentre chez lui, et ensuite, ça c'est pas une photo, c'est un dessin, il va redessiner tout ce qu'il a vu sur cette ville. Et donc toutes les rues correspondent, les étages sont exacts dans tous les bâtiments, le nombre de fenêtres, etc., etc. Donc il y a vraiment des personnes qui ont une mémoire fabuleuse, un petit peu comme un appareil photographique. Un autre exemple, un psychiatre japonais, Akira Haraguchi, eh bien lui s'est entraîné à mémoriser les décimales de pi. Et il vient de battre le record cette année, je crois. Et il a mémorisé 83 431 chiffres en 13 heures. Enfin, il a réussi à redire 83 431 chiffres en 13 heures. Il a été jusqu'à 100 000, mais ça n'a pas été homologué par le Guinness Book. Et là, juste, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais il n'y a que 6 240 chiffres sur cette diapo. Okay, juste pour vous donner un petit peu la quantité d'informations qu'il y a à mémoriser. Donc en effet, il y a des personnes qui ont une excellente mémoire, comme un petit peu c'était décrit il y a encore 20 ans ou 30 ans. Et puis, ça pourrait être une mémoire comme celle-ci. Et puis surtout, on s'est posé des questions, est-ce que cette mémoire, notre mémoire, est si fiable que ça? Je suppose que ça vous est déjà arrivé, vous êtes avec des amis ou avec la famille, et vous racontez le même événement qui s'est produit il y a 3 mois ou il y a 3 ans. Donc il y a une personne qui dit oh, cette réunion de famille, elle n'était pas terrible. Et l'autre personne dit non, non, c'était génial, il y avait un super repas, une super ambiance. La personne dit non, non, il n'y avait même pas de vin. Si, si, il y avait un excellent Bordeaux, je me souviens très bien, c'est le grand-père qui l'avait apporté. Il manquait la moitié de la famille. Et l'autre personne dit tu racontes n'importe quoi, il y avait tout le monde, il y avait Tati, il y avait tout le monde. Bref, deux souvenirs qui semblent très différents. On peut continuer comme ça. Quelqu'un se souvient qu'il n'y avait pas d'enfants, alors que l'autre se souvient qu'il y avait des enfants, et en plus, ils n'étaient pas très sages, ils ont fait des bêtises pendant le repas. Ce qui veut dire que deux personnes ont deux souvenirs assez différents, ou voire très différents, d'exactement la même scène. Ce qui veut dire que si la mémoire était une mémoire photographique extrêmement fiable, on devrait avoir exactement le même souvenir que l'autre personne présente à cette soirée. Donc ce qui veut dire que la mémoire épisodique n'est pas aussi fiable que ça, et qu'il peut y avoir des modifications de cette mémoire ou des pertes d'informations au cours de cette mémoire. Et il y a comment expliquer ces différences de mémorisation? Il y a deux principes ou mécanismes qui peuvent expliquer ces différences de mémorisation. C'est la reconstruction de la mémoire, et puis, où je vais insister énormément, c'est sur les problèmes de dynamique de la mémoire. Reconstruction de la mémoire, je vais en prendre un souvenir extrêmement simple, une rose rouge. Comment mémoriser cette rose rouge? Eh bien, dans le cerveau, ce n'est pas une photo de la rose rouge que vous allez stocker, mais vous allez dispatcher dans le cerveau les différents éléments qui constituent cette rose rouge. Donc vous avez des éléments visuels, la position, la couleur, la forme de la fleur, mais vous avez aussi des entrées tactiles, il y a une piqûre, il y a une odeur particulière, il peut y avoir un plaisir parce qu'on vous a offert ces fleurs pour la Saint-Valentin, ou des plaisirs parce qu'on aurait dû offrir des roses rouges à la Saint-Valentin et que vous n'avez pas eu. Bref, vous allez dans le cerveau mettre ces différentes informations. Et au moment où vous allez rechercher cette information, il va falloir reconstruire ce souvenir à partir des différents éléments. Et donc là, il y a un risque d'erreur de reconstruction. Mais ce n'est pas forcément là où il y a le plus d'erreurs. Le plus d'erreurs, c'est lié à la dynamique de la mise en mémoire, la dynamique de la mémoire. Donc, dans un souvenir comme ce soir, vous êtes ici, vous allez, j'espère pour vous, mémoriser quelques informations ce soir. Et donc là, en ce moment, vous êtes en train d'engranger de l'information. Et cette information, dans un premier temps, elle est fragile, labile, c'est-à-dire vous pouvez la perdre extrêmement facilement. Et puis, cette information va subir un traitement qui va durer quelques heures, 10, 12 heures chez l'homme, et cette information va devenir définitivement stable dans votre cerveau. Et ce mécanisme qui permet de passer de la mémoire à court terme à long terme, ça s'appelle la consolidation de l'information, la consolidation de la mémoire. Donc théoriquement, on devrait avoir de l'information qui est stable d'une façon définitive dans le cerveau. Cependant, il y a une vingtaine d'années, on s'est aperçu que quand cette information était définitivement stable et qu'on rappelait cette information, qu'on récupérait cette information, et qu'à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, il y avait une interférence, un électrochoc, ou un accident de voiture avec un traumatisme crânien, ou un traitement pharmacologique très très important, eh bien dans certains cas, cela provoquait une amnésie. Et ça, c'est incompatible avec le définitivement stable.
Donc à partir des années 2000, on a changé de théorie, on a adapté notre théorie, et donc toujours, on a une consolidation qui permet de stabiliser l'information, mais lorsqu'on rappelle cette information devient de nouveau fragile, labile, comme au départ. Et pour la restabiliser, cette information, on a besoin d'un mécanisme qui s'appelle la reconsolidation. Tout le monde a compris? Donc là, on va faire un petit exercice. Je vais vous demander de vous rappeler un souvenir, la plage, la dernière fois que vous avez été sur la plage. Vous y êtes? Il fait beau, il fait chaud, je ne sais pas. Il y a des voisins bruyants, il y a la mer, forcément. Il y a des mouettes, peut-être. Une guifette, une petite mouette, non? Donc vous y êtes complètement. Et donc, quand vous réactivez ce souvenir, eh bien, ces informations vont devenir de nouveau labiles, fragiles. Si vous avez réactivé correctement votre mémoire, si vous avez vraiment joué le jeu en cherchant des informations, des détails de ce souvenir, eh bien, cette information va être labile, fragile pendant 1 heure et demie. Alors ça veut dire quoi, labile, fragile? Ça veut dire que pendant cette période de temps, si vous avez attrapé un accident de voiture, ce que je ne vous souhaite pas, à la sortie de cette conférence, eh bien vous risquez de perdre cette information puisqu'elle est de nouveau fragile. Tous les autres souvenirs seront conservés, mais celui-ci qui a été rappelé, réactivé, risque d'être perdu. Donc, au moment du rappel de cette information, vous pouvez perdre des éléments parce que vous n'avez pas rappelé l'ensemble des éléments, mais vous pouvez également ajouter des éléments à ce souvenir. Vous vous souvenez de la mouette qui est venue sur votre serviette demain? Non? Vous êtes sûr qu'il n'y avait pas de mouette? Je regarde tout le monde. Donc, mais si quelqu'un vous raconte une histoire de mouette à côté de vous, vous risquez d'incorporer un élément d'un autre souvenir ou d'une autre histoire dans le souvenir initial. Donc, dans certains cas, on peut rajouter des éléments à un souvenir réactivé, rappelé. Et puis, troisième modification possible, c'est une modification émotionnelle. Vous rappelez la plage, c'était super chouette, vous étiez avec des amis, avec votre copain, votre copine, je ne sais pas. Et puis là, ce soir, je réactive dans ce cadre de la semaine du cerveau ce souvenir. Et donc, vous vous ennuyez peut-être un petit peu. Et donc, ce n'est pas aussi positif que le premier souvenir, que le souvenir initial. Et donc, vous risquez de mettre quelque chose d'un tout petit peu plus négatif, avec une connotation un peu plus négative que le souvenir initial. Et le problème, c'est que ces modifications, cet ajout d'éléments ou ces modifications émotionnelles, vont être reconsolidées et va former qu'un seul souvenir, l'ancien souvenir, plus les petites modifications qui deviennent un vrai souvenir, vrai nouveau souvenir. Et donc ensuite, vous avez un souvenir, des fois, un petit peu différent du premier. Okay, je vous poserai la question la prochaine fois que je vous vois sur la mouette et votre souvenir. Okay, donc, cette reconsolidation est très importante. Pourquoi il y a ce mécanisme de consolidation-reconsolidation? Parce que vous devez mettre à jour constamment vos souvenirs. Je vais prendre juste un exemple. Vous allez tous les jours, faites le même trajet. Vous devez aller à l'école ou emmener vos enfants à l'école ou à l'université, ou peu importe. Et donc, vous partez de votre maison pour aller à cet endroit. Les premières fois, vous connaissez assez mal le trajet, vous allez engranger de l'information, et donc vous allez constituer un souvenir, vous allez consolider cette information. Et puis, si le chemin devient routinier, c'est-à-dire que vous faites tous les jours le même trajet, eh bien, il n'y a rien de nouveau sur le trajet. Votre cerveau va comparer ce qu'il voit actuellement avec le souvenir que vous en avez, et s'il n'y a aucune discordance entre les deux, eh bien, il ne se passe strictement rien au niveau cérébral. Mais par contre, si la boulangerie ici disparaît et est rachetée, et maintenant c'est une banque qui se met à la place, il faut absolument actualiser votre souvenir. Donc pour actualiser votre souvenir, vous allez déstabiliser le souvenir initial, le chemin de départ, et vous allez intégrer la banque au lieu de la boulangerie. Et ensuite, vous allez restabiliser le tout. Donc vous ne créez pas un nouveau souvenir, mais vous allez mettre à jour un souvenir. Okay. Donc voilà, la réconciliation de l'information, c'est surtout pour mettre à jour un souvenir existant. Le problème, c'est que si on peut incorporer de nouvelles informations vraies, on peut peut-être également incorporer des informations qui sont moins vraies. Alors, je vais prendre un exemple d'incorporation de fausses nouvelles informations, et je vais prendre l'exemple que j'aime bien du pêcheur marseillais. J'espère qu'il n'y a pas de Marseillais dans la salle. Il n'y a pas trop de Marseillais, c'est bon? Donc, je prends l'exemple du poisson du pêcheur. Il prend un petit poisson, une sardine de 10 cm. Pas une sardine, un poisson. Et puis, donc, il mémorise un poisson de 10 cm. Il a bien consolidé l'information. Le lendemain, il sait qu'il a pris un poisson de 10 cm, mais on lui demande ce qu'il a pris la veille. Et comme il est marseillais, il sait qu'il a pris un poisson de 10 cm, mais il va exagérer un petit peu, il va dire 20 cm. Sauf que
il va reconsolider la formation 10 cm plus 10 cm. Donc son poisson maintenant va être en mémoire à une longueur de 20 cm. Une semaine plus tard, quand on lui demande ce qu'il a pris, il ne se souvient pas du poisson de 10 cm, il se souvient du poisson de 20 cm. Et comme il est marseillais, il va rajouter un petit peu, et ça fait, il va dire, un poisson de 30 cm. Et ainsi de suite, on arrive comme ça à une exagération ou une modification du souvenir initial. Donc vous comprenez qu'au moment de la réactivation, on peut insérer des éléments vrais pour mettre à jour, ou faux parfois, avec une exagération comme dans ce cas-là. Je n'ai strictement rien contre les Marseillais, c'est juste un exemple. Hein. Je ne veux pas avoir de problème avec les Marseillais ou les Marseillaises. Donc, maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut utiliser cette propriété particulière de la mémoire pour agir dans certaines pathologies? Si on peut insérer des nouveaux éléments à un moment particulier, ou modifier l'émotion à un moment particulier, peut-être qu'on peut utiliser cette propriété dans certaines pathologies. Et c'est nous ce qu'on a essayé de faire dans le stress post-traumatique. Donc, en application médicale, la question c'est est-ce qu'on peut agir sur la reconsolidation de la mémoire pour traiter des patients atteints de troubles de stress post-traumatique. Donc, et maintenant je laisse la parole à Philippe qui va vous parler du trouble de stress post-traumatique. Merci. Donc, le trouble stress post-traumatique, post-traumatique stress disorder des anglo-saxons, TSPT, c'est un trouble anxieux, ça fait partie des pathologies de l'anxiété traumatique qui va se développer suite à un événement traumatique. C'est-à-dire que dans la vie de la personne, à un moment donné, on est confronté à un événement très stressant, terrible, où on aurait pu mourir, où on a vu des gens qui auraient pu mourir et qui sont fait tuer, où on a été blessé gravement, où on a vu des gens qui sont fait blesser gravement, on aurait pu être blessé gravement, etc. Donc les accidents sévères, les catastrophes industrielles ou civiles ou naturelles, les agressions sexuelles, les attentats, les situations de guerre, etc. Donc c'est vraiment un événement objectif. Hein. C'est pas un événement de la vie de tous les jours, c'est pas un licenciement, c'est pas une séparation, c'est pas une perte. C'est vraiment un événement objectif, réel, qui se produit tel ceux que j'ai cités. Donc on voit là les attentats de novembre 2015, le 11 septembre 2001, des situations de guerre ou des accidents sévères. Donc on est vraiment dans des événements terribles. Une des dernières enquêtes épidémiologiques de l'OMS estime à peu près 36% de la population mondiale qui est exposée dans sa vie à un événement potentiellement traumatique, type ce qu'on vient de décrire. Donc après avoir été exposé à ce type d'événement, il y a environ entre 5 et 10% des gens exposés, donc c'est une minorité, mais à l'échelle des expositions, ça fait quand même un nombre important, qui vont développer des symptômes morbides, qui vont développer une détresse, des symptômes psychologiques, pathologiques parce que durables. Principalement, le cœur de la pathologie stress traumatique sont les intrusions ou reviviscences. C'est-à-dire que vous allez avoir un souvenir avec une composante sensorielle, des images, des sons, des bruits, des odeurs, des sensations, qui sont ceux que vous avez vus, ressentis au moment où s'est produit l'événement, et qui vont de manière spontanée ou déclenchée par des indices, se présenter dans votre esprit de façon répétitive, envahissante, continue, en dehors de votre volonté, et de manière pénible, avec beaucoup de détresse. C'est-à-dire que je n'arrive pas à chasser de ma tête les images du monsieur avec le bras arraché, etc. Cette image revient tout le temps, j'arrive pas à la chasser. Je peux allumer la télé, et je peux faire aussi des cauchemars. Je revois cet accident, hein, et ce cauchemar me réveille en sueur, en transpirant la nuit, en criant, comme si je venais à nouveau d'être percuté par la voiture. Dès que je traverse un passage clouté, j'ai l'impression d'entendre le bruit du choc, le bruit du coup de frein, même s'il n'y a pas de voiture, etc. J'ai des reviviscences comme ça, sensorielles, avec beaucoup de détresse émotionnelle, très répétitives, hein, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, la nuit, le jour. Et je suis donc tellement
de manière répétitive, même des semaines, des mois, des années après, dans ce souvenir qui ne s'efface pas et que je revis avec la même vivacité presque que le jour où j'ai subi vraiment l'accident, que je vais organiser plus ou moins consciemment ma vie de tous les jours en évitant scrupuleusement tous les indices, tous les stimuli qui pourraient rappeler ou déclencher ces souvenirs, en tout cas rappeler la détresse. Donc je vais éviter ce trajet en automobile, je vais éviter de prendre la voiture, je vais éviter de traverser les passages cloutés, je vais éviter les rues sombres, je vais éviter d'aller m'asseoir à une terrasse de café, etc., etc. Donc j'évite les lieux, les endroits, les personnes, les conversations. Je ne peux plus ouvrir la télévision, vous voyez ce qui se passe à la télé, je ne peux plus ouvrir les journaux, etc. Donc ma vie change. Hein. Le stress post-traumatique, pour les 7% de personnes qui vont le développer pendant plusieurs mois, il y a un tournant définitif, brutal dans votre vie qui fait que votre vie change de manière négative, hein, que ce souvenir reste au cœur de votre existence. Globalement, ce n'est pas très bien soigné au jour d'aujourd'hui, puisqu'on estime la durée moyenne, avec ou sans traitement, à peu près à 2 ans. Hein. Quand vous êtes sujet à un trouble de stress post-traumatique, vous avez en moyenne, quelles que soient les prises en charge, 2 ans de grandes difficultés avec un handicap social, professionnel et familial. Alors, professeur Roulet, je me tourne maintenant vers vous. Peut-on effacer ou atténuer ces souvenirs traumatiques, pénibles, répétitifs et envahissants? C'est ce qu'on va essayer de voir par la suite. Donc, peut-on effacer ou atténuer ces souvenirs traumatiques? C'est la question qu'on s'est posée en agissant sur cette propriété que je vous dis tout à l'heure, en agissant au moment où la mémoire est réactivée. Donc, la méthode qu'on a utilisée, c'est au moment où on rappelle l'information traumatique, c'est de donner un médicament. Je vais d'abord vous parler des travaux chez l'animal. Donc, on a injecté un médicament au moment où la mémoire est labile, fragile. Et on a choisi un médicament qui est le propranolol. C'est un antagoniste bêta-noradrénergique, c'est un mot un peu compliqué. On va agir sur la libération de noradrénaline. C'est un médicament qui est, qui a été utilisé depuis plus de 30 ans dans les problèmes cardiaques ou des problèmes de migraine. Donc on connaît très très bien ce médicament. Et donc il a très très peu d'effets secondaires. Et on sait donc que si on injecte chez l'animal du propranolol au moment du rappel, on va bloquer une partie de la reconsolidation et ça va provoquer une amnésie ou au moins une diminution importante du souvenir chez l'animal. Donc on a effectué ces premiers travaux dans les années 2000 à Paris, chez Suzanne Sarah, où les animaux étaient entraînés avaient mémorisé que cet endroit-là était très dangereux. Et donc les animaux contrôle évitaient complètement d'aller dans cet endroit supposé dangereux. Les animaux dont on réactive la mémoire en les plaçant juste à côté, on leur donne le propranolol, quand on les teste plusieurs jours plus tard, eh bien, ils n'ont plus du tout peur de cette situation. Et le médicament, le propranolol, n'est actif que sur ce souvenir particulier, c'est-à-dire le souvenir, celui-ci et pas un autre. Et s'il n'y a pas de réactivation de la mémoire, il n'y a strictement aucun effet sur la mémoire. Donc on agit bien à un moment particulier sur un seul souvenir particulier. Depuis ces travaux de 2000 chez le rat, on a effectué de très très nombreux tests au laboratoire, dans d'autres laboratoires, en France et dans le monde, et on a utilisé beaucoup de tests comportementaux pour tester la mémoire aversive, traumatique, non traumatique, et dans pratiquement tous les cas, dans tous les souvenirs, on peut agir avec le propranolol sur la mémoire, à condition de le donner en même temps que la réactivation de la mémoire. Si on le donne trop avant, trop après, ou s'il n'y a pas de réactivation, on n'a strictement aucun effet sur la mémoire. Donc avec cette réactivation de la mémoire et propranolol, on est capable chez l'animal de diminuer la mémoire et la mémoire traumatique. Donc à partir de ce moment-là, Alain Brunet, qui connaissait ses travaux chez l'animal, a eu l'idée de monter un protocole qu'on va vous détailler tout à l'heure, de réactivation de la mémoire traumatique chez des patients TSPT. Et chez ces patients TSPT, il va leur donner du propranolol au moment de la réactivation. Je ne vous dis pas encore comment on réactive la mémoire, parce qu'on va voir ça en détail par la suite. Et il va faire ça 6 fois de suite, 1 fois par semaine. Alors le TSPT, je l'indique ici, pour une des échelles pour mesurer le stress post-traumatique, c'est un questionnaire de 17 questions qu'on répond
de pas du tout à complètement, donc on répond de 1, 2, 3, 4 ou 5, et donc on a un score final qui va de 17 à 85. Et si le score est supérieur à 45, le patient est atteint de PTSD, et s'il est en dessous, il est considéré comme n'ayant pas de TSPT. Donc vous voyez qu'au début, les patients dans cette étude-là ont un niveau assez élevé de TSPT, et vous voyez qu'au cours des séances, il y a une diminution progressive du niveau de TSPT, du trouble de stress post-traumatique. Et quand on regarde 3 mois après la fin du traitement, eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de rechute dans ce cas-là. Alors, j'insiste bien, ici, il y a une prise de médicament au moment de la réactivation et que au moment de la réactivation. Ce n'est pas un traitement continu tous les jours ou 2 fois par jour pendant toute la semaine. Là, on fait une réactivation de la mémoire le lundi, on donne le propranolol en même temps et le patient revient le lundi suivant. Donc, dans cette étude-là, il y a 61% de guérison. Mais dans cette étude-là, il y a le groupe propranolol, mais il n'y a pas le groupe témoin pour voir pour pouvoir comparer directement le groupe propranolol à un groupe témoin non traité. Donc là, je laisse de nouveau la parole au clinicien qui va décrire maintenant l'étude que l'on a fait à Toulouse sur la réactivation de la mémoire et propranolol, avec cette fois-ci le groupe propranolol, traité propranolol, et un groupe placebo. Donc, ce qu'oublie de nous dire Pascal, c'est que dans son papier avec son équipe du CNRS en 99, sur l'effet du propranolol sur la mémoire aversive chez le rongeur, la conclusion et la discussion, c'est qu'il y a des pathologies qui ressemblent beaucoup à ce qui arrive en conditionnement de peur chez l'animal, qui s'appelle le TSPT. Il faudrait essayer peut-être le propranolol dans le trouble de stress post-traumatique. Faites-le. Donc effectivement, il faut vraiment rendre hommage à Alain Brunet, qui, dans son activité, a lu vraiment en long, en large et en travers tous ces papiers sur la mémoire traumatique et a élaboré ce protocole de réactivation sous l'influence du propranolol avec des effets très intéressants sur le stress post-traumatique. Donc lui, il l'a fait, et comme on le connaît bien, on a travaillé avec lui. Et donc cette première étude, en fait, regroupe les résultats de 3 essais pharmacologiques, 3 essais cliniques à Nouvert, un groupe de malades à Montréal chez Alain Brunet, un groupe de malades à Boston chez Roger Pittman et un groupe de malades chez nous à Toulouse. À Toulouse, la particularité, c'est qu'on avait des patients qui souffraient d'un trouble de stress post-traumatique après la catastrophe industrielle AZF de septembre 2001. Et donc on a traité en 2007. Donc on avait des patients sur un événement relativement homogène, même si le traumatisme avait été différent pour chacun, mais un événement qui s'était passé le même jour à la même heure et qui avait un trouble de stress post-traumatique avéré, sévère, chronique, qui durait depuis 6 ans. Et donc en poulant, en associant les résultats dans ces 3 essais ouverts, où tout le monde prenait le médicament, on a eu ces résultats très intéressants. Mais bien évidemment, comme vous a dit Pascal, la suite c'est quid de l'effet purement moléculaire, chimique, du propranolol, et de l'effet humain, de la prise en charge du protocole et de ce qu'on appelle l'effet placebo. Quand on donne un antidépresseur à un malade, sans forcément faire de psychothérapie ou d'intervention, le fait d'être motivé, d'être médecin, de dire à quelqu'un « je vous donne un médicament qui va vous guérir, qui va soigner votre pathologie », il y a l'effet du médicament et il y a l'effet placebo, qui est l'effet de donner un traitement, de donner un médicament à quelqu'un, où on peut avoir uniquement, si on compare l'antidépresseur sur la dépression et vous donnez la même gélule qui a la même couleur, mais avec de la farine à l'intérieur, mais ni le médecin ni le malade ne savent qu'ils reçoivent la farine, même chez ceux qui ont placebo, il va y avoir un effet de guérison, en tout cas de diminution des symptômes de la dépression. Donc l'idée, pour vérifier cette magnifique courbe, c'est d'avoir le même type de procédure avec, en double aveugle, des patients volontaires qui souffrent de TSPT, mais certains auront le médicament et certains auront le même type de gélule, hein, mais avec un placebo, et pour vérifier vraiment l'effet du médicament. Donc c'est ce qui s'est déroulé à Montréal et qui a été publié récemment, dont on vous parlera dans les discussions, et c'est ce qu'on a réalisé à Toulouse en 4 ans. Ça s'appelle un essai pharmacologique, un essai clinique de phase 2
parce que c'est la phase où on regarde si c'est faisable, hein, quelle est la faisabilité du protocole. Randomisé parce que c'est tiré au sort, en double insu, c'est-à-dire qu'en double aveugle, ni le médecin, ni l'équipe de prise en charge, ni les malades ne savent qui a le médicament ou qui a le placebo. C'est juste le pharmacien qui fabrique, qui déconditionne les médicaments et qui remet le propranolol dans les gélules rouges et blanches et la farine dans les gélules, mais tous les sachets sont numérotés. Il n'y a que le pharmacien de la pharmacie centrale qui sait, qui a la liste avec qui a le médicament et qui ne l'a pas, et qu'on regarde à la fin de l'étude. Donc on utilise, en tout cas à Toulouse, donc on a fait un essai multicentrique avec nos collègues du CHRU de Lille, du CHU de Tours, professeur Veva, professeur El Hadj et donc mon équipe et Pascal à Toulouse, où on a la chance encore de consulter, d'avoir une magnifique consultation à l'hôpital Lagrave. Et puis l'essai clinique s'est fait à l'hôpital Pierre-Paul Riquet à Purpan, au centre d'investigation clinique, le CIC, qui est l'unité dédiée dans les CHU pour réaliser les essais cliniques avec toute la logistique et le savoir-faire et l'expertise pour ce type de travaux. Donc comment ça marche? Donc en fait, on vous a expliqué que les gens n'ont pas un traitement de fond, ils ne prennent pas pendant plusieurs mois, comme dans la dépression, un traitement tous les jours, matin et soir. L'idée, c'est que le produit, comme vous a dit Pascal, le propranolol est efficace quand le souvenir est dans une certaine forme, quand le souvenir est labilisé. Donc on a juste besoin de donner le médicament à ce moment-là. Donc les gens vont venir une fois par semaine au centre, et ce jour-là, il y aura le protocole, il y aura la séance de traitement. Et ils rentrent chez eux, et chez eux, ils ne prennent pas de traitement, ils n'ont pas de médicaments à prendre chez eux. Ils prennent la pilule le jour où ils viennent au centre. Donc ça se passe 6 fois. Pourquoi 6 ? La première étude qu'a fait Alain Brunet sur une prise de médicaments, ça marchait, mais pas assez. Donc c'est lui qui a posé le chiffre 6 sans avoir vraiment d'idée préconçue. Et on est resté sur 6 séances de traitement qui, de manière maintenant empirique, nous semblent relativement adaptées. Donc vous voyez les visites, visite 1, visite 2, visite 3, visite 4, visite 5, visite 6. C'est les jours où on vient, par exemple, on vient le mardi au centre. Ce qui se passe, c'est qu'on arrive, et bien sûr, on a vérifié qu'il n'y avait pas de contre-indication, puisque le propranolol, il ne faut pas être asthmatique, il ne faut pas avoir du trouble du rythme cardiaque, etc. On a préalablement investigué, screené les patients pour voir la sévérité de leur stress traumatique avec les échelles et les contre-indications physiques à la prise de propranolol, puisqu'on ne sait pas s'ils ont le placebo, le propranolol. Donc quand ils arrivent, on leur donne directement le médicament, les infirmières leur donnent le médicament, et on attend 90 minutes, parce qu'il faut 90 minutes pour que le médicament diffuse bien dans le sang, dans la circulation générale, et ce médicament a la potentialité de passer ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, et donc d'agir au niveau du cerveau, pour être sûr donc d'avoir les zones du cerveau où la mémoire émotionnelle et où le souvenir traumatique sont situés, l'amygdale, l'hippocampe, le cortex préfrontal, etc. On attend 90 minutes où les gens se reposent, on fait des tests psychologiques, etc. Mais la plupart du temps, ils se reposent. Et après ces 90 minutes, va se produire ce qu'on appelle la réactivation. Le protocole de réactivation chez l'homme au jour d'aujourd'hui. La première fois, il faut inviter les gens à remémorer leurs souvenirs. Donc on leur demande à la première personne, au présent, sur une feuille de papier, un recto A4 maximum, d'écrire avec le maximum de détails ce qui leur est arrivé au niveau contextuel, épisodique, sensoriel, émotionnel, le déroulé, le scénario de l'événement, de l'accident, de l'agression, du viol, etc. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez contraignant, assez dur émotionnellement, ce qui leur est arrivé ce jour-là. Donc ça, c'est la première séance de traitement. Ils ont pris le médicament, on attend que le médicament diffuse dans l'organisme, notamment au niveau du système nerveux cérébral, central, et on fait la réactivation en leur demandant d'écrire. Donc on vérifie après qu'ils aient écrit de manière manuscrite, on vérifie qu'on comprend bien le déroulé, qu'il ne manque rien, s'ils ont des choses à préciser, etc. Ils rentrent chez eux, ils reviennent la 2e, 3e, 4e, 5e et 6e fois. Là, entre-temps, nous, on dactylographie le script. Et donc, les fois suivantes, ils vont juste avoir, après avoir pris le médicament, toujours 90 minutes après, ils vont juste avoir à lire à haute voix le script, à la première personne, au présent, etc., en s'imaginant, à ce moment-là, à nouveau être dans l'événement. À quoi ça ressemble un script traumatique ? On vous a donné 2 exemples
Le premier, donc c'est un monsieur qui travaille au Mali et qui a été victime, qui était dans un restaurant, un café. Il y a eu quelques attentats au Mali qui ont ciblé des endroits où les Français. Voilà. Donc je ne vais pas forcément le lire jusqu'au bout, mais je suis en compagnie de 3 invités français d'une société de formation spécialisée. Mon adjoint est avec moi. Après dîner, un dernier verre à la terrasse. La terrasse, c'est le nom du restaurant. Par instinct expérience, j'amène tout le monde au fond. Donc on est en 80, on est début 80, on est fin 95. Hein, donc il y a une ambiance internationale mondiale où les gens sont un peu méfiants quand même. Au début 2016, début 2016, excusez-moi. J'ai noté que l'endroit n'avait qu'une issue. Mes amis sont assis, je m'avance vers les musiciens. Le bruit caractéristique de l'AK-47, l'AK-47 c'est la Kalachnikov, me fait comprendre. C'est pour nous et sauf qui peut. Mon cœur s'emballe. 2 hommes invités ont pu sauter à l'arrière, mais une invitée un peu lourde ne peut sauter. Les tirs se rapprochent. Je fais basculer Linda, c'est le nom de la dame avec lui, sur un toit de cuisine avec mon adjoint. Je les fais glisser à l'abri d'un mur. Les tirs cadencés sont montés jusqu'à notre table. Peur physique intense. Je serre Linda dans mes bras, la main sur sa bouche. Il ne faut pas respirer fort. J'ai la poitrine opprimée. Mon corps est tétanisé, mais je suis calme, mes yeux grands ouverts. Au bout de 5 minutes, plus de tirs. J'entends des rumeurs dans la rue. Nous remontons Linda. Je constate qu'une jeune Malienne est en état de choc, à terre, à 3 mètres de notre table. Un cadavre de Malien est à 5 mètres, 2 Européens sur les côtés de la salle. J'ai envie de hurler, etc. Donc ça, on est présent dans la salle pendant que les personnes écrivent la première fois. Alors on reste 5 minutes un petit peu à côté pour voir au niveau émotionnel comment ça se passe, parce qu'il y a des gens qui ont des moments émotionnels quand même très difficiles. Après, si ça dure 30 minutes ou plus, on n'est pas tout le temps là. Et par contre, au moment de la lecture, les autres séances suivantes, au moment de la lecture du script traumatique, on est présent mais en retrait. Et donc, alors l'idée, c'est d'intervenir le moins possible, tout en restant éthique et humain, pour pas rajouter d'intervention, de soutien, de psychothérapie, d'empathie. On essaye vraiment d'intervenir le moins possible pour pas qu'il y ait de psychothérapie, parce que si on faisait de la psychothérapie, du soutien ou de la réassurance en même temps que l'effet du médicament, ben forcément on aurait beaucoup de mal. Mais quand un militaire qui a fait 36 000 scènes de guerre en 10 ans, à la lecture des quelques lignes qu'il a réussi à écrire, se met à aller aux toilettes pour vomir dans les toilettes et à donner un coup de pied dans la table, on peut pas, on est obligé d'avoir une petite intervention on est ici et maintenant, c'est fini, etc. Donc il y a selon quand même les patients le niveau de réactivité émotionnelle, de décharge émotionnelle et comportementale liée à la réactivation, où on est obligé en termes d'empathie, de relationnel, d'avoir des interventions qui ne sont pas standardisées, qui ne sont pas sur de la psychothérapie centrée sur le trauma comme les TCC ou le MDR, etc., mais qui sont une forme de soutien, même si c'est dégradé. Un deuxième script, donc le script doit être vraiment la chronologie de la scène, hein, avec un début et une fin, au présent, des détails sensoriels, visuels, olfactifs, sonores et émotionnels. Donc c'est vrai que la première fois quand les gens écrivent, on a une liste de 30 items, c'est fondé sur le protocole de Script Driven Imagery de Roger Pittman. On leur demande de regarder s'il y a des items comme mon cœur bat la chamade, j'avais les larmes aux yeux, j'avais envie de crier, ou j'étais effondré, ou mon cœur bondissant dans la poitrine, etc., qu'ils entourent et qu'on resitue avec eux dans le script si ça correspond à ce qu'ils ont vécu. Donc la nuit du 8 au 9 novembre, je dors chez mon ami Kevin, etc. Tout d'un coup, je sens une odeur d'une bougie en plastique, je dis à Kevin. Donc c'est vraiment sur ces items, hein, je sens une odeur de bougie en plastique, de la fumée passe sous la porte. Quand les gens le lisent, on leur demande qu'on espère qu'en termes de réactivation de l'ensemble des comportements émotionnels, sensoriels et de la mémoire, on va avoir vraiment le souvenir qui est bien remémoré pour que le médicament puisse agir sur cette forme labile du souvenir. Donc ça s'est déroulé à Toulouse, Lille et Tours. On a inclus 70 personnes qui ont participé en 4 ans, ce qui montre quand même que la recherche clinique, c'est pas simplexe, hein. Il faut beaucoup de temps quand même pour boucler une étude.
Donc c'est un échantillon de sujets qui souffrent de TSPT, donc 39 ans de moyenne, 61% de femmes. C'est le sexe ratio du stress traumatique. À traumatisme comparable, on a à peu près 2 femmes pour un homme, hein, sauf cas particulier. Des gens actifs, mariés, voilà. Globalement mariés, enfin la moitié mariée, 63% d'actifs. On est dans une pathologie invalidante, mais pas dans les pathologies mentales qu'on appelle sévères, comme la schizophrénie ou les troubles bipolaires. On a beaucoup moins de gens actifs. Actifs, ça ne veut pas dire qu'ils étaient en train de travailler, ça veut dire que ce sont des gens de la population active qui étaient peut-être à l'arrêt de travail, hein, mais voilà. 33% d'agressions physiques, 30%, 29% d'accidents véhicules à moteur ou d'accidents de travail, ce sont des accidents sévères, hein. 20% d'agressions sexuelles, 7% de situations de combat ou de guerre, etc. Le délai d'exposition, c'est 6 ans. Donc on a des PTSD chroniques, hein, parce qu'en moyenne, les gens avaient été exposés à l'événement traumatique il y a 6 ans. Beaucoup de comorbidités. Dans la littérature, c'est décrit, mais peut-être pas autant. 64% de troubles de l'humeur, principalement d'épisodes dépressifs, une dépression comorbide, hein, c'est-à-dire qu'en même temps que le PTSD, il y a un niveau de dépression assez important, qu'on appelle la dépression post-traumatique. Et d'autres troubles anxieux, comme le trouble panique, hein, quand même à peu près à 50%. Et donc, professeur Roulet. Donc, je prends la suite pour les résultats. Donc, Philippe vous a décrit l'expérience, donc maintenant on va voir les résultats. Et je vais commencer par vous rappeler de la courbe de Brognier tout à l'heure. Donc, ce qu'on a trouvé dans un premier temps. Donc là, voilà la courbe. Oui, c'est celle-ci. Donc ici, vous avez l'effet du propranolol au cours des séances. Et vous voyez qu'au cours du traitement, il y a une diminution ici du score de PTSD, de TSPT. Et une semaine plus tard, vous avez exactement le même niveau, donc vous n'avez pas de rechute une semaine après. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre étude, on a fait 6 semaines plus tard et 3 mois plus tard des mesures, et il n'y a pas également de mesures. Il n'y a pas également de rechute, excusez-moi. Mais donc on trouve exactement ce qui était attendu au sein du propranolol. Maintenant, à notre grande surprise, il faut le dire, quand on a regardé les résultats placebo, eh bien, on avait des résultats très différents de ceux attendus. C'est-à-dire qu'on a dans les deux groupes, que ce soit sur le groupe propranolol ou sur le groupe placebo, une évolution très importante du score de PTSD. Ça veut dire que dans les deux cas, il y a une forte diminution. La seule différence que l'on trouve entre les deux groupes, c'est qu'avec le propranolol, on va beaucoup plus vite, on gagne du temps par rapport au placebo. Mais à la fin du traitement, on a exactement ou pratiquement le même effet placebo et propranolol. Donc ça, c'est sur le score PTSD. Si on regarde maintenant le taux de rémission, de guérison pour simplifier, bien qu'on n'ait jamais réellement guéri d'un PTSD. Si on regarde maintenant le taux de rémission, donc guérison, eh bien on s'aperçoit que le pourcentage de guérison-rémission est de 60-61% dans le groupe propranolol, et vous voyez qu'il est identique, voire un petit peu supérieur dans le groupe placebo. Donc ça, c'est une semaine après la fin du traitement. Et quand on regarde 3 mois plus tard, eh bien, on a des scores qui sont à peu près équivalents autour de 80%. Alors, ils sont un peu supérieurs, mais c'est un biais expérimental, puisqu'on perd beaucoup de patients qui sont entre la fin de l'étude et puis 3 mois après, on perd surtout les patients qui ne sont pas guéris. Ceux qui sont guéris restent. Donc forcément, si les non guéris partent, le taux de guérison augmente d'une façon complètement artificielle. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce chiffre-là qui est important. Ça veut dire qu'il y a 2 patients sur 3 qui sont guéris dans cette étude, qui sont en rémission dans cette étude. Donc là maintenant, je vais vous faire voir maintenant une vidéo d'une patiente qui a été traitée au propranolol et donc qui est parmi les patients qui ont un taux assez bas et qui sont en rémission. Si j'arrive à la démarrer. Voilà, donc vous participez à notre étude sur le propranolol pour diminuer la reconsolidation du souvenir traumatique. J'aimerais que vous me précisiez la différence de ce que vous avez ressenti entre la première séance de réactivation, les premières séances de réactivation, celle où nous avons établi le scénario traumatique, et la suivante dans la semaine où vous l'avez relu pour la première fois, et les 2 dernières séances de réactivation, celle de la semaine dernière et de cette semaine. Est-ce que vous avez ressenti des différences par rapport à votre vécu, par rapport aux souvenirs de cet événement? Alors oui, j'ai ressenti pendant la première séance en fait, où j'ai fait la réactivation,
que je ressentais vraiment les douleurs. J'avais vraiment la sensation de revivre ce que j'avais vécu, avec les douleurs, l'angoisse, etc. Alors que pendant la séance de la semaine dernière, je crois que c'était la 4e, ça allait beaucoup mieux. J'avais l'impression que j'étais distante, en fait, j'étais en dehors de ce que je lisais, que je ne faisais pas partie du récit que je lisais. Est-ce que dans le détail du récit, dans la chronologie des compartiments de cet événement, quand vous l'avez relu la semaine dernière, est-ce qu'il vous a semblé qu'il y avait des choses que vous aviez oubliées? Non, parce que même quand je lisais le récit, j'essayais vraiment de me projeter à l'intérieur du récit comme vous me le disiez de faire. Et malgré que j'essayais de rentrer vraiment dans le récit, j'arrivais pas à me souvenir. Je me souvenais, mais j'avais l'impression que je parlais pas de moi en fait. D'accord. Vous en étiez plus apaisé, les émotions étaient moins fortes? Je savais que je l'avais vécu, mais je ressentais pas les douleurs, j'étais extérieure en fait. Les sentiments associés, quand vous l'avez lu les premières fois, vous avez eu les larmes aux yeux, ouais, vous aviez de la difficulté à parler, cette montée d'émotions, de tristesse, de chagrin, vous l'avez ressenti aussi ces dernières fois? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Non. Là, la dernière séance d'aujourd'hui, ça a été un peu plus difficile, mais je me sens toujours extérieure quand je le lis. Non, pas de larmes aux yeux. Bon. Merci beaucoup de votre participation. Avec plaisir. Donc vous voyez une patiente qui a été traitée au propranolol. Il y a plusieurs éléments sur cette vidéo. Tout d'abord, la patiente, elle se souvient parfaitement de ce qui lui est arrivé. Elle se souvient de tous les aspects contextuels, où c'était, comment ça s'est passé, avec des détails. Elle a perdu strictement aucun détail de cet événement traumatique. Par contre, la partie émotionnelle de ce souvenir n'est plus là. Il y a comme un détachement émotionnel sur ce souvenir traumatique. Et elle le dit elle-même, elle a l'impression qu'elle se souvient de l'événement traumatique, mais elle n'a pas l'impression que ça lui est arrivé à elle, elle a l'impression que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Donc dans certains cas, il y a ce détachement émotionnel extrêmement fort. Donc on insiste beaucoup là-dessus parce qu'on n'efface pas le souvenir complètement, on va détacher la partie émotionnelle du souvenir traumatique. Okay. Donc je continue sur les résultats. Donc là, on a vu au cours du traitement l'effet du propranolol. Et maintenant, on va voir, après le traitement, qu'est-ce qui se passe. Donc, ce qui se passe dans la semaine, 6 semaines après et 3 mois après. Donc, si on regarde globalement, c'est en tout petit, il ne se passe pas grand-chose. Dans les deux groupes, il n'y a pas de rechute, visiblement, c'est à peu près au même niveau, que ce soit au niveau du groupe propranolol ou du groupe placebo. Quand on regarde plus en détail, c'est ce qu'on a fait, on a essayé de voir les personnes qui avaient un gros PTSD, donc très très fort, et puis des gens qui avaient un PTSD un peu plus faible. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à partir de 45 sur l'échelle, on a un PTSD, mais on a des gens à 47 et d'autres à 70 et d'autres à 80. Donc avec des niveaux de départ de stress beaucoup plus importants. Et on a séparé donc des gens avec un niveau, disons, faible de TSPT, donc c'est ce qui est ici, d'un groupe avec un niveau fort de TSPT. Donc sur la partie pendant le traitement, il n'y a aucune différence entre les deux groupes. Les deux groupes évoluent de la même façon. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le faible niveau de TSPT, ici en orange, ce sont les groupes placebo, vous voyez que les patients continuent à s'améliorer à la suite du traitement. Donc il y a, avec un faible TSPT, sans médicaments, juste avec la procédure de réactivation-reconsolidation, cela suffit à aider les patients. Quand on regarde maintenant les forts niveaux de TSPT, donc le niveau de départ est bien sûr plus élevé, on a une courbe qui est très semblable dans les deux cas, mais vous voyez que cette fois-ci, le groupe propranolol continue, lui, à s'améliorer, alors qu'il y a une perturbation dans le groupe placebo. Donc si on regarde cette dynamique-là et celle-ci, vous voyez qu'elle est complètement inverse. Ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose autour de 3 mois avec ces traitements en fonction du niveau de départ de TSPT. Et quand on regarde la rechute, les patients qui sont guéris à la fin du traitement, ce qu'ils deviennent 3 mois plus tard, on s'aperçoit que, il y a 25% des patients qui étaient guéris ou en rémission partielle ou totale à la fin du traitement, qui, 3 mois plus tard, ont de nouveau un TSPT. Et sur le groupe propranolol, on n'a pas cette rechute. Donc, même si au cours du traitement, on a des effets qui sont très similaires entre le groupe propranolol et placebo, on voit qu'avec le temps, on stabilise cette amélioration avec le propranolol et pas avec le placebo.
Et cela est dépendant également du niveau de TSPT. Donc, la discussion, c'est toi. Donc, waouh! Alors, je ne vous cache pas que l'avantage d'un médecin un peu chercheur, clinicien, un peu enseignant, un peu manager de son service, qui a plusieurs activités, etc., a été quand même moins désarçonné qu'un pur chercheur qui consacre, qui est dans la 10e ou 15e ou 20e année consacrée au travail sur la mémoire traumatique et sur le propranolol, qui a eu beaucoup de pas de mal, mais qui a été très surpris par le résultat d'un placebo sur la mémoire traumatique. Mais effectivement, la question de la rechute est quelque chose de très important dans notre étude. Donc, c'est le premier essai clinique randomisé qui démontre l'efficacité d'un traitement de 6 brèves séances de réactivation traumatique pour le TSPT. Si je dis ça, ce serait faux. Mais quand je dis avec ou sans propranolol, c'est vrai. C'est le premier essai clinique randomisé qui démontre l'efficacité d'un traitement de 6 brèves séances de réactivation traumatique pour le TSPT, avec ou sans propranolol. Avec 63% de rémission dans un groupe de 70 sujets souffrant de TSPT, et dans des malades sévères qui souffrent quand même d'un TSPT résistant depuis 6 ans en moyenne, dont certains, enfin dont la plupart, avaient eu déjà des traitements médicamenteux ou psychothérapiques pour ce TSPT, mais qui n'avaient pas été efficaces. Donc il n'y a pas de différence à la fin de 6 brèves séances de réactivation avec ou sans propranolol, mais sous propranolol, le traitement est efficace plus rapidement. Ça, c'est un point important aussi pour peut-être réfléchir à des traitements moins longs, avec des séances moins importantes. Ça serait plus efficace chez les femmes que chez les hommes. Ça, on ne l'a pas détaillé, mais on l'a dans les résultats. Et ça serait plus efficace quand le niveau d'éducation est supérieur au baccalauréat. C'est-à-dire qu'on avait une meilleure efficacité du propranolol sur les gens qui avaient un niveau Bac+. Et ça serait très efficace, mais l'étude manque de puissance, dans le cas des TSPT post-agression sexuelle, où c'est vraiment on a peu de cas par rapport aux agressions en général non sexuelles et aux accidents. On a moins de cas, mais on a vraiment une diminution des symptômes qui est vraiment très importante. Et je laisse continuer la discussion, Pascal, par rapport aux résultats d'autres travaux. Alors, ces résultats, comme le dit Philippe, sont un peu surprenants, nous ont un peu surpris, puisque en même temps, Alain Brunet a sorti d'autres résultats, avec cette fois-ci un groupe placebo. C'est ce que vous avez ici. Et donc, vous avez le groupe propranolol qui a toujours la même allure. On perd à peu près 20 points, 25 points de TSPT, donc on a la même chose. Et dans notre groupe ici, dans notre étude, on a exactement la même chose. Sauf que dans le groupe, dans l'étude d'Alain Brunet, vous voyez que le groupe placebo n'évolue pas au cours du temps, alors que le nôtre évolue pleinement. Donc la question, c'est, avec le propranolol, on a exactement les mêmes résultats, et donc avec placebo, des différences très importantes entre deux études. Alors forcément, on se pose des questions, pourquoi? On n'a pas forcément les réponses. Pourquoi? Peut-être qu'il y a une plus grande prise en charge du patient dans notre étude que dans celle d'Alain Brunet, parce qu'Alain Brunet, lui, voit les patients très très peu, alors que nous, il y a une prise en charge plus importante du patient, peut-être une plus grande empathie, plus grande discussion avec eux. Donc peut-être ce qui a fait évoluer ce groupe placebo. Les conséquences, au début, c'est vrai que quand j'ai vu pour la première fois cette courbe-là, je suis resté assis un petit moment. Je me suis dit, il doit y avoir une erreur quelque part, je refais les calculs. Je les ai refait 4 ou 5 fois. Il exagère, mais c'est presque ça. Donc, mais maintenant, on a été beaucoup plus loin, donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc, ça nous a surpris, mais les conséquences de ces résultats sont peut-être encore plus intéressantes que l'étude d'Alain Brunet. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est dans notre étude, je vais revenir sur les faibles PTSD et les forts PTSD. Avec les faibles PTSD, on s'aperçoit que dans notre étude, que ce soit avec traitement ou sans traitement, je veux dire propranolol, on a exactement le même effet au cours du traitement. Et vous voyez qu'on continue à s'améliorer sous placebo.
Ce qui voudrait dire que ce qui est important ici, dans notre procédure, c'est la procédure de réactivation de la mémoire et de reconsolidation dans les conditions expérimentales du laboratoire, et plus que le médicament lui-même. Donc ce qui veut dire que pour des faibles PTSD, peut-être qu'on n'a pas besoin du tout du propranolol. Et ce qui pourrait être un avantage, parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre le propranolol, les asthmatiques, les cardiaques, et puis il y a des personnes qui ont horreur, entre guillemets, de prendre des médicaments pour, comment dire, trifouiller leur mémoire, manipuler leur mémoire ou autre chose, qui ont peur de prendre un médicament. Donc peut-être que pour des gens qui ont peur ou avec un TSPT relativement faible, on pourrait utiliser la procédure de réactivation-reconsolidation sans le médicament. Par contre, pour des forts TSPT, on sait que le propranolol va stabiliser l'amélioration, et donc on a intérêt dans ce cas-là à avoir la procédure complète, réactivation, reconsolidation sous propranolol. Et donc comme ça, on pourrait peut-être proposer, on est en train d'y réfléchir, en fonction du niveau de départ de TSPT, soit c'est une procédure réactivation, reconsolidation sans propranolol, ou une procédure réactivation, reconsolidation avec propranolol. Comme ça permettrait d'ajuster, entre guillemets, ce protocole. Et je crois qu'on a terminé avec les résultats. Et donc, on va entamer maintenant la discussion. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé qui, effectivement... alors, la question que je me posais, je me suis posé beaucoup de questions. Je pense que c'est vraiment une thématique et un protocole, et puis... des procédures qui doivent peut-être appeler beaucoup de questions. Et la question que je me suis posée, c'est que je me suis demandé si finalement ces résultats ne vous avaient pas traumatisé. Et je voulais savoir si vous étiez mis sous propranolol. Donc ça vous a juste surpris. Surpris, le mot est faible. Traumatisé, le mot est trop fort. D'accord. C'est vrai qu'on travaille dessus depuis quand même pas mal d'années. Et on attendait l'effet du propranolol. Parce que chez l'animal, ça marche très très bien. Les premiers résultats chez Alain Brunet fonctionnait très très bien, donc on n'a pas beaucoup de... On s'attendait à ce résultat-là, mais sur le placebo, c'était vraiment une très grande surprise. Grande surprise. Donc on va peut-être d'emblée, pour éviter de monopoliser la parole, puisqu'on parle depuis déjà pas mal de temps, savoir s'il y a des questions déjà dans la salle. Alors, il y a déjà une question, on va faire passer un micro, on a un micro là-bas. Bonsoir, merci pour l'intervention, très intéressante. J'ai juste 3 petites questions. Une toute simple, à quelle dose vous donnez le propranolol pour chaque séance? Alors dans cette étude, on a, ce qu'on ne va plus faire maintenant, on a compartimenté le propranolol en une dose à libération immédiate et une dose à libération prolongée, parce qu'à l'époque où le protocole a été écrit, la fenêtre de reconsolidation d'1 heure et quelques était moins certaine. Donc on avait besoin d'avoir une dose à libération immédiate pour vraiment lancer le pic et continuer à avoir du propranolol dans le sang pendant 2-3 heures après avec une dose à libération prolongée. Au total, on était à 0,7, les deux incluses, on était environ à 0,7 mg/kg. Autre question, est-ce qu'on connaît, alors dans la mesure où l'effet est supposé agir et non pas le placebo, est-ce qu'on connaît, on a une idée de la manière dont le propranolol agit sur la mémoire? Ça c'est pour moi. Plus ou moins, mais on ne connaît pas les détails. C'est-à-dire que l'hypothèse de départ, c'est que pour mémoriser une nouvelle information ou pour restabiliser une information, on a besoin de synthèse protéique. On a besoin de nouveaux récepteurs, de nouvelles synapses, de nouveaux réseaux. Et donc l'hypothèse de départ, c'est avec le propranolol, c'est un neuromédiateur, et donc on va diminuer la synthèse protéique et donc forcément diminuer la mémorisation. Actuellement, ce n'est pas l'hypothèse qui est la plus forte, puisque nous, on a montré que, en fonction du type de réactivation, on avait un effet du propranolol ou des bloqueurs de synthèse protéique complètement différent. Ce qui veut dire qu'on n'agit certainement pas sur l'ensemble de la synthèse protéique, ça on est pratiquement sûr. Peut-être qu'on agit sur une protéine ou deux particulières, mais on ne sait pas exactement.
On sait que c'est central, par contre, c'est une question que... Parce que le propranolol, là aussi, il y a des actions périphériques. On sait qu'il a une action au niveau cérébral, puisque si on utilise le même médicament, mais qui ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas au cerveau, qui a les mêmes effets au niveau périphérique, au niveau cardiaque ou autre, on n'a strictement aucun effet sur la reconsolidation. Donc c'est bien un effet central que l'on a. Mais après, les mécanismes moléculaires, cellulaires, on ne les connaît pas. On est en train de travailler dessus. On avait beaucoup basé sur la synthèse protéique, mais ce n'est pas ça. Et dernière question, comment on a remarqué que le propranolol pouvait agir? C'est le fait du hasard qui a eu cette idée? Alors c'est à Paris, c'est un peu le hasard, c'est-à-dire qu'on étudiait le système neuroadrénergique dans la mémorisation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois que l'information est stabilisée, théoriquement, on ne peut pas la dégrader, on ne peut pas agir dessus. Et on a fait une expérience avec Suzanne Sarah à Paris, une expérience contrôle avec du propranolol, et on s'est aperçu que là où on ne devait pas avoir de diminution de mémoire, on avait une diminution de mémoire. Donc au début, on a cru à une erreur de manipulation, un biais expérimental, quelque chose comme ça. Et puis on a répliqué la manip, et on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose là. Et donc, on a vraiment à ce moment-là recherché pourquoi la mémoire était déstabilisée à ce moment-là, pourquoi on avait une action, et donc c'était une déstabilisation de la mémoire. Et quand on a trouvé ce résultat-là, on a cherché dans la biblio si ça avait déjà été démontré, et en 68, donc 32 ans plus tôt, il y avait 2 articles qui avaient dit ah ben, si on remet l'animal en situation, eh bien, il se passe des choses au niveau de la mémoire parce que ça devient fragile de nouveau. Mais ces 2 articles étaient complètement passés sous silence. Quoi. Donc c'est une expérience de laboratoire sur les animaux? Oui, oui, bien sûr. C'est une expérience sur l'animal, sur le rat. C'est la première expérience que je vous ai présentée sur l'animal. Donc ça a été fait chez le rat. Et on a dit si la mémoire traumatique peut être diminuée chez le rat au moment de la réactivation de la mémoire avec le propranolol, peut-être qu'on peut le faire exactement la même chose chez le patient. On avait déjà eu l'idée d'utiliser le propranolol chez les patients TSPT, mais on a un problème. On voulait agir sur la mémorisation, sur la consolidation. Sauf que pour agir sur la mise en mémoire, ça serait bien dès que le patient a un traumatisme, on lui donne du propranolol, et comme ça, il ne va pas développer la pathologie. Ça serait encore mieux. Mais il y a 2 problèmes. Il y a un premier problème, c'est qu'il faut agir très rapidement. Il faut agir dans les 2, 3, 4 heures maximum. 2 heures, ça serait mieux. Et alors que généralement, on ne pense pas donner du propranolol à ce moment-là. Le patient peut être blessé, le temps d'arriver à l'hôpital, etc. C'est impossible à donner ce médicament à ce moment-là. Et puis, deuxième problème, c'est que 90%, ça dépend des traumatismes, mais 90% des gens ne vont pas développer le TSPT. Et donc, d'un point de vue éthique, on n'a pas le droit de donner un médicament si la personne ne va pas tomber malade, si on n'est pas sûr que la personne va être malade. Donc, quand on a découvert la reconsolidation, on s'est dit, dans ce cas-là, on peut réactiver la mémoire et donc utiliser ce médicament. Merci. Bonsoir. Donc je me posais la question, parce que vous parlez de réactivation de mémoire, tout ça, mais est-ce que c'est possible de développer un stress post-traumatique sans avoir le souvenir de l'élément traumatisant? Par définition, non. Parce que c'est juste le cœur de la pathologie, c'est le souvenir traumatique. D'accord. Alors, il y a des cas particuliers qui sont ce qu'on appelle des PTSD-like, dans le cas de traumatisme crânien sévère, où a priori, la personne, lors du choc, dans l'accident, lors du choc à la tête, a perdu connaissance immédiatement au tout début de la première seconde de l'accident ou de l'agression. Et il y a des cas décrits de personnes qui vont avoir des reviviscences, des intrusions. Alors on ne sait pas si c'est reconstruit, on ne sait pas si dans la fraction de seconde qui a précédé la perte de connaissance, la mémoire n'a pas pu emmagasiner un souvenir. Voilà. Moi, j'ai vu personnellement, j'ai suivi un monsieur qui avait perdu connaissance dans un accident sévère de la voie publique, qui avait percuté un motard, et qui était donc à vive allure. Hein. Donc quand le monsieur en question avait été ramassé, il était inconscient, il avait fait plusieurs jours de réanimation dans le coma, etc. Mais il avait une bribe de souvenirs de casque de moto, de corps encasqué, venir exploser le pare-brise. Alors, et personne ne sait vraiment répondre. Est-ce que c'est un vrai souvenir? Est-ce que c'est un reconstruit? Est-ce que c'est un souvenir imaginaire qui s'est fait
Certains disent que pour ces patients-là, c'est le récit que leur font les proches de l'accident et donc l'image qu'ils se construisent petit à petit de l'accident dont ils n'ont pas de souvenir. Ça peut être ça aussi. Oui, c'est souvent une reconstruction. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure... à partir du récit des autres. À partir du récit des autres, on se construit, on s'approprie le souvenir et ça devient notre souvenir. Et donc c'est très compliqué parfois de savoir si c'est un souvenir réel ou pas. Voilà. Mais c'est valable également pour l'ensemble de vos souvenirs. C'est valable pour les souvenirs traumatiques, accidentels, etc. Mais vous, c'est très compliqué de savoir s'il y a un souvenir d'il y a 10 ou 15 ans, c'est un souvenir que vous avez réellement vécu ou c'est un souvenir que vous avez raconté et que vous êtes approprié complètement. Juste une question par rapport à cette molécule amnésiante, donc, qui est le propanolol. On a compris que l'amnésie ne couvrait pas l'ensemble du souvenir. Est-ce qu'on a aussi une propriété amnésiante pour des souvenirs non traumatiques? Oui. Alors, chez l'homme, il y a très très peu d'études dessus. Chez l'animal, nous, on a montré que ce qui était un peu notre surprise également, c'est que sur des tests qui sont absolument pas aversifs, absolument pas traumatiques, on a également un effet amnésiant. Et on a un effet amnésiant chez l'animal, et c'est sur la démarche scientifique, j'aime beaucoup raconter cette histoire parce que on a trouvé les résultats d'abord chez l'animal et on était persuadé, j'étais persuadé que on provoquait réellement une amnésie totale chez l'animal. L'animal a oublié, on avait vraiment l'impression qu'il avait oublié que cet endroit était dangereux. Et puis, suite aux travaux chez l'homme, on s'est aperçu que, par exemple, cette patiente, elle se souvenait parfaitement de tout ce qui était contextuel, elle se souvenait parfaitement de la situation, mais par contre, elle n'en avait, entre guillemets, plus rien à faire. Il y a un détachement émotionnel complet. Et là, je me suis dit, est-ce que mes souris, c'est pas la même chose? Alors, c'est un peu compliqué pour demander à mes souris si elles s'en souvenaient contextuellement et pas émotionnellement, mais on a répliqué des expériences où la souris était obligée de se comporter. Et donc, on a refait les mêmes tâches comportementales, mais on les a fait dans l'eau. Donc elles sont obligées de nager, parce qu'autrement elles coulent. Et là, on s'est aperçu qu'elles avaient, si on les motive, parce qu'elles n'ont pas le choix, eh bien, elles n'ont strictement rien oublié. Ce qui veut dire que quand on ne les motive pas, elles se souviennent toujours parfaitement de la situation, mais elles n'en ont plus rien à faire. Cet endroit est dangereux, mais c'est pas grave, c'est pas très grave, j'y vais quand même. C'est que j'y vais, c'est pas parce que j'ai oublié, c'est parce que je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur, j'y vais. Et donc, ce ping-pong là avec le patient propranolol nous a permis de montrer que chez l'animal, eh bien, ce qu'on est capable de mesurer, nous, c'est une performance de mémoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une amnésie. Ça peut être provoqué par plein de choses différentes. Donc, ce qui veut dire que ce soit chez l'homme ou chez l'animal, j'insiste bien, hein, la partie contextuelle n'est absolument pas touchée. C'est la partie émotionnelle qui est détachée du contexte du souvenir. Ce qui est beaucoup mieux pour nous. Enfin, ce qui est beaucoup mieux pour les patients et pour nous aussi, parce qu'au départ, quand on pensait effacer le souvenir, quand Brunet a présenté la première fois les premiers patients, il y a eu un tollé général. Je crois qu'il y a eu des réunions chez les députés canadiens pour discuter de est-ce qu'on a le droit d'effacer les souvenirs chez les personnes. Il y a eu d'énormes problèmes éthiques. Parce que est-ce qu'on a le droit de toucher aux souvenirs des personnes? Mais beaucoup de gens sont sous propanolol et oui. On ne leur efface pas les souvenirs. Non. S'il y avait vraiment des gros problèmes de mémorisation, enfin d'amnésie, on le saurait. Ça fait 30 ans qu'il y a des patients qui sont constamment sous propranolol. Donc ils ont forcément réactivé d'autres souvenirs. Donc ce qui veut dire que certainement la qualité du souvenir n'est pas tout à fait la même que les autres personnes. Ça veut dire qu'ils se souviennent peut-être parfaitement des choses, mais la partie émotionnelle des souvenirs, et surtout des émotionnels négatifs du souvenir, est moins forte. Et forcément, on ne va pas se plaindre. Il n'y a pas de plainte mnésique parce qu'on ne va pas se plaindre d'un souvenir qui est un peu moins dur à vivre, quoi. Je pense qu'il y avait une autre question. Oui. J'ai une question par rapport à la psychothérapie. En fait, les patients qui étaient admis en fait, en essai clinique, et avant, ils étaient traités ou ils étaient pris en charge pendant 6 ans. En fait, je pense qu'ils ont eu la chance de raconter ce qui s'est passé en détail, non? Peut-être. Et du coup, c'est intéressant qu'en fait, ils étaient réfractaires pendant 6 ans. Et après, tout d'un coup, ils ont raconté ce qui s'est passé. Et ça a aidé. C'est bien. Alors, on peut pas dire qu'en France, et en particulier dans notre agglomération, il y ait une offre de soins
sur les psychothérapies centrées sur le traumatisme structuré gold standard tel que recommandé, qui font de l'exposition une fois par semaine pendant plusieurs semaines, l'offre de soins est très limitée. Donc des patients comme ça qui dans un cadre thérapeutique avec un thérapeute avaient pu faire une forme d'exposition ou comme ça hebdomadaire pendant plusieurs semaines, une séance par semaine pendant 10, 15, 12, il n'y en a quand même pas beaucoup. Ça c'est ma première... Voilà. Après, Mais il y en a. Et c'est une question qu'on s'est vraiment posée. C'est-à-dire qu'on a un taux de rémission total ou partiel qui est à peu près de 2/3, ce qui veut dire qu'il est, par rapport à la littérature, qui est équivalent, voire supérieur à ce qu'on retrouve dans la littérature avec des TCC. Et on se posait la question, pourquoi nous, avec le placebo, ça fonctionne bien, et est-ce qu'on ne fait pas tout simplement une TCC? La question, c'est qu'on a des résultats parfois meilleurs que la TCC, et surtout, on réactive que 5 minutes, des fois 3 minutes. C'est extrêmement court, quoi. Donc, comme le résultat n'était pas attendu, on n'a pas encore étudié ce point-là, mais c'est un questionnement vraiment très important maintenant, c'est-à-dire essayer de comprendre pourquoi les placebos sont aussi bons, pourquoi c'est aussi efficace. Je pense qu'on ne fait pas une TCC classique, mais qu'on fait quelque chose, une réactivation extrêmement brève, précise, dans un contexte où on a recontextualisé en partie. On a dit il y a un début d'une histoire, il y a un déroulement, il y a une fin d'une histoire. Donc est-ce que le fait de réactiver un souvenir brièvement, mais contextualisé d'une façon très très forte, est suffisante pour améliorer plus rapidement que si on laisse le patient parler pendant 45 minutes? C'est une question extrêmement importante. Et on n'a pas la réponse, mais si c'est le cas, ça veut dire que on n'a pas besoin d'une séance extrêmement longue. Peut-être qu'en 2, 3, 4, 5 minutes de réactivation reconciliation, c'est suffisant. il y a un article récent qui a été publié il y a quelques mois dans le journal de l'Académie américaine de médecine spécialisée psychiatrie, qui vient de démontrer que, je crois, 5 ou 6 ultra brèves séances d'exposition guérissent le PTSD. C'est paru dans le JAMA Psychiatry. Donc je crois qu'on est en train peut-être de participer à une découverte qui montre que des protocoles très longs, très standardisés, de réactivation, etc., il suffit peut-être de s'exposer très brièvement avec un thérapeute à côté pendant une demi-douzaine de fois. Peut-être que ça a un effet qu'on ne soupçonnait pas, qui n'a jamais été testé. Peut-être qu'on participe aussi à démontrer ça. Mais efficace à long terme sur les TSPT de faible sévérité. D'après ce que vous dites par rapport au TSPT de sévérité plus importante, qui aurait besoin là de l'adjonction du propranolol. Alain Brunet, dans son étude, lui, ne montre pas cette amélioration dans le groupe placebo. Il a pourtant utilisé la même technique de script. Il a utilisé la même technique de script, mais il a... alors, bien sûr, on s'est posé la question, pourquoi... Peut-être l'effet CIC de Toulouse. Peut-être l'effet CIC. Non, je pense qu'il y a différents points. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que peut-être que nous, on a voulu peut-être trop bien faire, c'est la recherche clinique. Et donc, on a fait de la réactivation classique pour l'étude. Et puis, on a fait plein d'études parallèles sur la dépression, sur la mémoire autobiographique, pour les occuper pendant l'heure d'attente. Et peut-être que la réactivation était beaucoup trop longue. Et que, dans certains cas, on ne fasse pas une réactivation-reconsolidation de la mémoire, mais qu'on fasse une extinction. Il faut que je fasse une toute petite parenthèse sur la mémoire. Quand vous réactivez la mémoire, il y a deux possibilités. Si la réactivation est très brève, eh bien, vous pouvez mettre à jour les informations et puis reconsolider. Donc ça va renforcer la mémoire. Par contre, si vous faites une réactivation longue et qu'il ne se passe rien, vous faites plutôt une extinction. Et donc, vous partez dans un autre mécanisme. Et le pire, ou le mieux... Si on ne rajoute rien au souvenir, il peut s'éteindre. C'est-à-dire que si vous mettez dans une situation où, théoriquement, il y a quelque chose de dangereux et cette chose dangereuse n'arrive jamais, eh bien, il peut y avoir une extinction. Et le problème, c'est que le propranolol agit sur les deux mécanismes, la reconsolidation et l'extinction. Donc, si on fait de l'extinction et qu'on donne du propranolol, on va inhiber l'extinction. Et si on inhibe quelque chose de négatif, on va augmenter la mémoire traumatique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout le jeu, entre guillemets, c'est de réactiver la mémoire, déstabiliser la mémoire, suffisamment pour que le propranolol puisse agir sur le reconso, mais surtout pas trop
parce que autrement on est dans un mécanisme d'extinction et qu'on pourrait avoir le phénomène inverse. Donc une des explications, c'est celle-là. Une autre partie de l'explication, ça peut être que nous on a fait on intervient trois fois dans 3 CIC, qui sont des centres d'investigation clinique, je vous ai expliqué, avec des unités dédiées aux essais cliniques dans les CHU, où les gens sont quand même extrêmement nursés quand ils arrivent. C'est-à-dire qu'il y a le médecin de l'équipe de médecine physique qui les accueille pour vérifier qu'au niveau des effets secondaires, au niveau de la tolérance du traitement, il n'y a pas eu de soucis dans la semaine, etc., qui leur demandent un petit peu comment ça va. Et les infirmières qui les accompagnent dans leur chambre, qui s'occupent d'eux, qui les mettent en place, qui leur donnent le traitement. Après, on arrive, comment ça va, comment s'est passée la semaine, on fait passer les échelles, etc. Un collègue avec qui on travaille également, qui a assisté à des séances de réactivation au Canada chez Alain Brunet, il y a beaucoup moins de personnel, ça ne se fait pas dans un CIC. Et il y a moins de, ils sont quand même astreints à avoir beaucoup moins d'interventions si vraiment le strict minimum, le strict nécessaire, quoi. Il y a moins d'interactions avec les soignants. soignants. C'est bonjour, comment ça va? Est-ce que vous avez quelque chose de nouveau à rajouter? Si c'est non, ça va. Au revoir, à la semaine prochaine, etc. La surveillance était beaucoup plus. On a fait beaucoup de nursing quand même par rapport à ça. Une autre question? Encore une, là, oui. J'avais en fait, je voudrais poser la question, est-ce que c'est déjà fait si on a comparé en fait les images de IRM en fait des patients avant cette thérapie et après? Parce que est-ce que vous avez découvert qu'ils ont arrêté d'utiliser une partie du cerveau qui est responsable des émotions en fait? On l'a fait, mais on n'a pas les résultats. L'année prochaine. C'est-à-dire que c'est très très long à dépouiller les images IRM. Donc ça fait partie une partie des patients ont été vus avant traitement, après traitement, propranolol et en IRM, mais on n'a toujours pas. On aura la réponse dans quelques mois, on va dire. On n'a pas. Après, on connaît les zones cérébrales impliquées dans le TSPT. Et donc, surtout l'amygdale qui est suractivée pendant le stress post-traumatique. Et donc, on espère un effet sur l'amygdale. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce que l'effet sur l'amygdale va être le même sur des patients guéris avec propranolol ou sans propranolol? On attend beaucoup de cette étude IRM pour comprendre nos résultats placebo. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on a la même amélioration ou la même modification de l'activité cérébrale avec et sans propranolol, il va falloir se poser beaucoup de questions. Et si c'est différent, eh bien, ça veut dire que peut-être que dans certains cas, on fait une thérapie TCC-like ou je ne sais pas comment l'appeler, et puis avec le propranolol, on a un mécanisme d'action complètement différent. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. On attend avec impatience ces résultats. Et combien de patients dans cette étude ancillaire là, imagerie? Il y a 34 sujets qui ont une IRM exploitable en S1 et en S2. Et la randomisation a bien marché puisqu'on est sur groupe 15-19. D'accord. Et quand on regarde par rapport à la sévérité du TSPT, vous avez regardé si c'est vous n'avez pas regardé ça? Parce que bien sûr, vous allez vous poser la question. Oui, il y a forcément. Mais ce qui est bien, c'est qu'on va avoir des patients traités propranolol guéris, non guéris, et des placebos guéris, non guéris. Mais on aura un faible effectif dans ce cas-là, mais ça va permettre toutes les comparaisons possibles, et je pense que ça va apporter beaucoup, enfin, on espère, ça devrait apporter des éléments de réponse. Et quelle est la suite après cette étude? J'avoue que moi, tous mes plans ont été modifiés. J'avais un plan à 5 ans sur l'animal pour essayer d'augmenter l'efficacité du propranolol, parce que vous avez vu qu'il y a 2 tiers des patients qui sont guéris, ce qui veut dire qu'il y a 1 tiers des patients qui ne sont pas guéris. Donc moi, mon programme était sur comment expliquer que 1 tiers des patients soient complètement hermétiques à ce traitement réactivation, reconsolidation. Et donc je change de thématique. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est essayer de comprendre pourquoi le traitement avec ou sans propranolol est pratiquement aussi efficace, sauf sur la stabilité à long terme. Et donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est essayer de comprendre, dans toutes les thérapies qui sont utilisées dans le TSPT ou ailleurs, c'est
je pense que la clé, c'est la réactivation de la mémoire. Alors, je sais que c'est mon dada, c'est mon sujet d'étude, mais je suis persuadé que ce qui est important, c'est la manière de déstabiliser la mémoire pour pouvoir agir dessus. Médicalement, La façon que l'on a de réactiver la mémoire. réactiver la mémoire, Oui. donc de faire remonter le souvenir à la conscience. Oui. Il y a plusieurs façons de faire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plein de façons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon standard de le faire. C'est-à-dire que la lecture du script, là, on peut demander à la personne de lire le script, mais si la personne lit d'une façon, oui, il était 8 heures, machin chose, et que ça l'embête, il va le lire très rapidement, il ne va pas rentrer dans l'histoire. Vécu. Il n'y a pas de vécu. Et donc on sait qu'il faut que la personne revive l'événement pour le déstabiliser. Et pour déstabiliser la mémoire, chez l'animal, hein, pas chez l'homme, parce que chez l'animal on peut tester, si je fais une réactivation de 15 secondes, ce n'est pas suffisant pour déstabiliser la mémoire. À 30-40 secondes, c'est suffisant, mais à 1 minute, c'est trop long. Ce qui veut dire qu'on a des conditions expérimentales très, très importantes. Chez l'animal, et je pense que c'est également le cas chez l'homme, et on ne l'a pas démontré chez l'homme pour l'instant, il faut des éléments de nouveauté. La noradrénaline est très importante dans tout ce qui est détection de la nouveauté, réaction à la nouveauté. Et si on introduit des éléments de nouveauté au moment de la réactivation, des choses nouvelles, eh bien, on déstabilise beaucoup plus facilement la mémoire. Donc, on travaille vraiment sur... La qualité du retour est meilleure. Enfin, en tout cas, elle est différente. La qualité est différente et l'action du propranolol est plus importante. Donc, c'est pour ça qu'on demande à chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, on demande toujours à la fin, est-ce que vous vous souvenez de choses supplémentaires dans votre script? Et s'ils se souviennent, on rajoute cet élément pour introduire de la nouveauté à la prochaine lecture. Si la personne est en mode routine, il n'y a pas de déstabilisation de la mémoire. Il faut vraiment déstabiliser la mémoire, et donc il faut trouver le moyen de déstabiliser la mémoire pour réactiver, reconsolider, et surtout pas pour éteindre. Donc on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait le Swift là entre reconsolidation et extinction. Après, il y a des perspectives sans forcément rentrer dans le détail. Donc, si on regarde les dernières, les grandes méta-analyses, c'est-à-dire les analyses, les papiers, qui utilisent les résultats de plusieurs études pour essayer d'avoir un résultat global sur des milliers de patients. Effectivement, les psychothérapies structurées centrées sur le traumatisme, TCC avec exposition, MDR, ça marche très très bien. Par contre, on se rend compte que finalement, il y a moins de 5% des gens qui seraient éligibles à ces psychothérapies qui en bénéficient. C'est-à-dire que même les Américains du Nord sont en train de se rendre compte que si vous n'êtes pas résident près d'un centre académique, d'un CHU, etc., vous avez très peu d'offres de soins qui vous permettent d'accéder à ce type de psychothérapie, puisqu'il faut des gens qui soient quand même formés à la technique. Si on regarde en France, les psychothérapies, c'est pas remboursé. Si ce n'est pas un accident du travail, si vous n'êtes pas victime d'attentats avec le fonds commun des attentats, etc., si c'est de la graissologie du quotidien, si votre assurance auto ne vous rembourse pas, etc., vous n'allez pas avoir de prise en charge spécifique remboursée par les psychothérapies. Les psychologues et les psychothérapeutes, ça ne court pas les hôpitaux. L'hôpital public n'embauche pas beaucoup de psychologues. C'est de la pratique de médecine de ville libérale, etc. Donc c'est pas bien remboursé. Donc là, il y a un faible accès, il y a une offre de soins qui est pas très adapté, puis il faut être motivé, il faut être disponible, il faut y aller une fois semaine pendant 45 minutes, 8 fois, 10 fois, 12 fois, bon, au-delà du prix. Les médicaments, les antidépresseurs, le traitement de fond, ça marche pas bien, taille d'effet 0,25, ça veut dire une taille d'effet, c'est à partir de 0,8 où c'est efficace. Donc finalement, avec ou sans propranolol, et en plus si le propranolol, ça empêche de rechuter, il y a quand même vraiment une voie d'avenir importante, avec peut-être aussi la possibilité que si ce qu'on a fait au niveau du placebo, c'est beaucoup d'empathie, beaucoup de psychothérapie, entre guillemets, etc., et si le propranolol, ça marche bien, on peut penser qu'une infirmière, enfin que le script, on peut le faire une première fois avec son médecin ou une fois le psychiatre, et après, une infirmière délivre le traitement, vient chez vous, vous le prenez chez vous, vous réactivez, etc. Je pense qu'il va falloir aller, après l'avoir démontré, redémontré, il va falloir aller vers ce type de traitement simple, très généralisable, très très diffusable et absolument pas cher, quoi. D'autres interventions? Oui. Là-bas.
Du coup, je voudrais savoir si la réactivation et la reconstruction de ces souvenirs lors de ces séances, si ça ne crée pas un espace, du coup, un espace de réflexion où la personne elle peut récupérer un peu d'autonomie pour changer de mécanisme de défense pour un mécanisme qui serait plus habituel pour elle. Par exemple, une séparation. Mettre en jeu des mécanismes psychologiques oui, à ce moment-là. La personne va changer de mécanisme, par exemple, l'évitement, elle va passer plutôt sur une séparation des affects. Il y a un mécanisme de dynamique psychologique au moment de ces réactivations. Ben, c'est un petit peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, sans propranolol, ça mime un petit peu ce qui se passe en thérapie d'exposition chez les patients qui sont pris en charge en TCC. Vous avez tout à fait raison sur ça, oui. Il y avait une autre question, je crois. Donc, bonsoir. En fait, je me demandais si au moment de la réactivation et reconsolidation, on ne pouvait pas choisir de modifier ce souvenir pour justement l'atténuer et passer sur... C'est une excellente question. On a toujours un doute, on travaille toujours dessus. La question qu'on se pose, c'est que pour des raisons purement techniques, chez le patient TSPT, on est obligé de donner le médicament 90 minutes avant la réactivation. Ce qui veut dire qu'au moment de la réactivation, le patient est sous propranolol. Et on sait que le propranolol a un effet quand même apaisant, il diminue le rythme cardiaque, on se sent assez bien sous propranolol. Donc la question qu'on se pose, qu'on n'a pas résolue tout à fait, c'est est-ce qu'on agit que sur la réconciliation ou est-ce qu'on va ajouter au souvenir traumatique quelque chose d'émotionnellement positif lié à la molécule, lié au propranolol. À l'état que procure le propranolol. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on peut très bien associer quelque chose de positif à un souvenir, que les deux vont être associés au moment de la réconciliation, et donc comme ça, on va rendre le souvenir un petit peu plus positif, ou du moins un peu moins négatif. Donc là, on s'est posé beaucoup la question. On a essayé ça fait quelques mois que, j'ai passé 6 mois dessus avec mes souris. J'ai pas réussi à le démontrer. C'est-à-dire que je donne le propranolol avant ou après, j'ai le même effet. Et si je donne une molécule avant qui ne passe pas la barrière, donc j'ai l'effet reposant entre guillemets, je n'ai pas un effet bénéfique de cette molécule. Donc j'ai pas réussi. J'étais persuadé qu'il y avait au moins une partie de cet effet. Je pense encore, mais on n'a pas réussi à le démontrer. Mais c'est tout à fait possible parce qu'il y avait une automédication, il y a une automédication, je ne sais pas si je peux dire médication, mais c'est-à-dire que les patients, s'ils prennent des drogues, s'ils prennent des drogues douces très souvent, ou de l'alcool, c'est pour associer quelque chose à un moment donné plus positif au moment du traumatisme et qui peut, dans certains cas, rendre le souvenir un peu moins négatif. Mais on y travaille et on n'a pas encore résolu cette question. Mais c'est vraiment le cœur du sujet. Est-ce qu'on agit réellement sur la réconciliation ou est-ce qu'on n'additionne pas, on n'ajoute pas quelque chose de positif au souvenir? Mais peut-être les deux, hein, c'est certainement les deux, mais on ne l'a pas démontré. D'accord, merci. Alors ce propranolol, quand même, donc il y a l'indication dans les troubles du rythme, les pathologies cardiaques, mais il a une autre indication, et il est d'une efficacité terrible, c'est l'anxiété de performance. Ce médicament. Et donc, c'est même décrit dans le RCP. Quel est ce mécanisme? C'est-à-dire que tu parlais d'un effet périphérique, peut-être apaisant. Est-ce que cette efficacité sur l'anxiété de performance du propranolol, c'est lié uniquement à cet effet périphérique ou on est dans un tel état, quand on est en exposition comme ça, en anxiété de performance, quand on a à accomplir quelque chose qui nous stresse beaucoup, comme parler devant vous ce soir par exemple, on est tous les trois sous propranolol, quel est le mécanisme? Est-ce qu'il y a aussi un mécanisme central à ce moment-là? Je ne pense pas. Il y a une partie centrale certainement, mais c'est deux mécanismes complètement différents. Il ne faut pas oublier que que ce soit une phobie traitée en aigu ou ce genre de problème, le patient est sous propranolol. Ça veut dire qu'au moment de l'aspect traumatique, au moment où le stress arrive, le patient est sous propranolol. Alors que dans notre cas, le patient, quand il est testé en mémoire, il n'est jamais sous propranolol. Le propranolol est actif uniquement au niveau de la réactivation de la mémoire. Et quand on va regarder une semaine plus tard
l'évolution de son TSPT, il n'est plus sous propranolol à ce moment-là. Et chez l'animal, on fait la même chose. C'est-à-dire que c'est deux mécanismes complètement différents. Dans un cas, on agit spécifiquement sur la mémorisation, et dans l'autre cas, on est sur un état général, on va agir sur la libération de noradrénaline, liée au stress. Ce qui se passe aussi, c'est quand on est sous propranolol, par exemple quand on a une phobie de l'avion, l'effet périphérique adrénergique apaisant diminue la tachycardie, les mains moites, la respiration, etc., qui sont autant de signaux d'alarme qui entraînent les cognitions catastrophiques, qui entraînent la palpitation. De feedback. Ça arrête cette boucle. Ça arrête cette boucle. J'ai plus les mains moites, j'ai plus de palpitations, je suis plus tendu, stressé. Donc je dois plus avoir peur. Et ça déclenche pas, ça augmente pas mes cognitions catastrophiques qui vont déclencher la peur, etc. Ça diminue la boucle. C'est tout à fait vrai pour les musiciens qui ne tremblent plus. Oui. Et donc qui ont confiance en eux et donc qui jouent d'autant mieux sous propranolol. Mais pour les phobies, on peut traiter avec le propranolol de deux façons, ce qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut traiter en aigu, pour prendre l'avion, au moment où on va prendre l'avion, mais pour certaines phobies, l'arachnophobie par exemple, on le traite également au moment de la réactivation et la réconciliation pour traiter d'une façon définitive l'arachnophobie. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits, je ne sais plus quel pays, par Kint, où on prend des gens qui sont vraiment phobiques, on leur présente une tarentule qui est grosse comme ça, donc elle tremble de partout, on ne peut pas approcher à 4-5 mètres du vivarium, et puis on va réactiver la mémoire et donner du propranolol. Et puis en quelques séances, je crois que c'est plus rapide que nous, c'est en 2 séances ou 3 séances maximum, on s'aperçoit que la personne va diminuer cette mémoire traumatique. Et puis, alors bien sûr, elle montre des vidéos qui marchent super bien, et on s'aperçoit que la personne qui ne pouvait pas approcher du vivarium, quand on lui demande d'aller vers le vivarium, elle ouvre le vivarium, elle prend la tarentule, et hop, elle l'emmène dans un autre vivarium. Bon, les vidéos sont toujours, on prend toujours les meilleurs cas, mais il y a une amélioration extrêmement forte, et elle agit exactement de la même façon que nous sur le TSPT, c'est-à-dire qu'elle réactive cette mémoire traumatique, elle donne le propranolol à ce moment-là, et donc par la suite, ça agit sur la mémoire traumatique, quoi. Oui. Bonsoir. On parle beaucoup du propranolol depuis tout à l'heure. Je voulais savoir s'il y avait d'autres molécules qu'on connaissait qui avaient cet effet, ou si on en soupçonnait d'autres, d'avoir cet effet amnésiant. Alors, il y a plein de molécules qui sont amnésiantes. Le problème, c'est qu'il faut qu'elles soient utilisables chez l'homme. Chez l'animal, on utilise d'autres molécules qui sont beaucoup plus fortes. On utilise des inhibiteurs de synthèse protéique. Et là, on provoque des amnésies qui sont vraiment très importantes. Mais on ne peut pas les utiliser chez l'homme parce qu'on bloque pendant 2 ou 4 heures l'ensemble de la synthèse protéique dans le corps, si on le donnait par pilule, quoi. Donc, ce qui veut dire que la personne ne va pas mourir, hein, mais c'est-à-dire que on va bloquer la formation de toutes les synapses, de tout le fonctionnement pendant 2 à 4 heures de certaines cellules. Donc c'est quand même très embêtant. Donc il existe plein de molécules amnésiantes. Le problème que l'on a, c'est de trouver une molécule qui puisse agir sur la reconsolidation et qui ait pratiquement pas d'effet secondaire, ou du moins pas d'effet secondaire gênant. Et ça, c'est plus compliqué à trouver. Trouver l'efficacité et pas d'effet secondaire, c'est très compliqué. Et il y a très peu de molécules comme ça. Il y a plusieurs molécules qui sont en étude, je suppose, hein, mais pas sur la réactivation. Ça fait quelques années que l'armée américaine, avec toutes ses interventions, l'OPEX, a essayé de tester différentes molécules et, à ma connaissance, sur l'idée de la mémoire, hein, de l'effet de la mémoire, il n'y a rien de particulier qui est sorti, quoi. Je sais que Roger Pittman était un peu réticent par rapport au propranolol il y a une demi-douzaine d'années. Il avait une grosse subvention du département de la Défense là-bas pour, je crois qu'$1 million pour tester 2 ou 3 molécules. Et aujourd'hui, il a rien publié sur ça, quoi. Et les benzodiazépines qui sont amnésiantes, pourquoi là on les utilise pas? Pourquoi on ne l'utilise pas? Parce que j'ai l'impression que l'amnésie, là, elle est vraiment globale. C'est-à-dire qu'on oublie l'épisode entier. C'est-à-dire que si je prends une benzodiazépine en allant me coucher ce soir, je risque de ne pas me souvenir où j'ai garé ma voiture en rentrant chez moi. Et c'est pas tellement ça qu'on cherche. Non, c'était pas forcément volontaire au départ, mais ce qui est très bien avec le propranolol, c'est qu'on agit que sur la partie émotionnelle et pas contextuelle. C'est un peu la chance, on va dire, où
Ce n'était pas forcément attendu au départ. Mais c'est vrai qu'il ne faut absolument pas toucher à cette partie contextuelle du souvenir. Si on veut que la molécule sorte dans le marché, entre guillemets, si on touche à la mémoire contextuelle, c'est pratiquement impossible. Pour des raisons éthiques, on veut que la personne puisse garder ce souvenir et qu'il devienne un souvenir désagréable et plus traumatique. Mais il faut absolument que la personne ait ce souvenir-là, pour sa personnalité, sa construction, etc. Question tout au fond. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé d'éthique. Je voulais savoir jusqu'où on va sur ce qu'on choisit d'effacer. Jusqu'où on va? Alors, oui. Il y a plein de façons de répondre à votre question. Jusqu'où on va? Sur quel type de souvenir on va? Alors après, là, on est dans des souvenirs traumatiques extrêmement forts. Hein. On parle d'attentats, viols, accidents de voiture, choses comme ça. Comme je vous l'ai dit, le propranolol peut agir sur d'autres souvenirs. Et je sais qu'il y a d'autres souvenirs traumatiques ou difficiles. La séparation, par exemple, amoureuse, provoque parfois des réactions qui sont très envahissantes, avec des reviviscences qui ressemblent beaucoup au TSPT. Et je sais qu'Alain Brunet a lancé une petite étude, comme ça, en parallèle, pour voir si on pouvait diminuer les souvenirs, je vais dire traumatisants, amoureux. Donc lui, Alain Brunet, a fait le pas. Nous, non. Et après, je ne sais pas comment répondre. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller. Mais ce qui est hyper important, là, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce que l'on traite nous, ce qu'on veut traiter de nous, c'est des gens qui ne peuvent pas vivre avec ce souvenir traumatique, avec ce souvenir, point. Après, il y a des souvenirs qui sont envahissants, des souvenirs qui sont gênants, mais on n'est pas, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, prendre du propranolol pour l'oublier. Mais après, c'est... Surtout qu'on ne l'oublie pas, on n'oublie que cette émotion qui est accrochée. Ouais. Donc il faut quand même quelque chose qui soit très fort et émotionnel. Quoi. Après, on peut imaginer toute découverte ou traitement ou autre peut être contourné, peut-être, je ne sais pas. Après, il y a plein de... on va poser plein de questions. Est-ce que si l'armée utilise cette substance pour des soldats, et s'ils prennent cette substance, ils n'auront peut-être plus aucun remords, et donc avoir des espèces de soldats robots sans remords, c'est peut-être super bien, quoi. J'y crois pas trop, mais j'y crois pas trop parce que on traite, dans notre cas, il ne faut pas oublier qu'on traite un souvenir traumatique particulier. D'accord ? On va focaliser cette intervention sur un souvenir particulier. S'il y a plein de souvenirs traumatisants ou potentiellement traumatisants, on aura du mal à traiter l'ensemble des souvenirs. Okay ? Donc, je ne peux pas répondre complètement à la question, mais je sais que nous, on est sur des souvenirs vraiment envahissants, la personne ne peut pas vivre avec, mais je sais qu'Alain Brunet, lui, il commence à réfléchir à d'autres choses. Et le propranolol, est-ce qu'il a une action sur le caractère répétitif du souvenir? Est-ce que les patients vous disent, non seulement quand le souvenir arrive, j'ai moins de désespoir et de détresse, mais en plus, il arrive moins souvent? Oui. Ça, les patients le disent, ça? Il me semble. Enfin, sur la première étude de Brunet, les reviviscences étaient un peu moins fortes. Il n'y avait qu'une seule traitement et moins nombreuses. Et on l'a pas mesuré. C'est très compliqué à savoir combien de reviviscences par jour le patient a. C'est du déclaratif. Ouais, c'est déclaratif, donc c'est très très compliqué à mesurer. Apparemment, c'est le cas. C'est moins grande fréquence, diminution de la fréquence des reviviscences et surtout moins forte reviviscence. Moi, ma question, c'était est-ce qu'en fait, vous êtes intéressé qu'à des personnes qui ont eu des événements traumatiques ponctuels ou par exemple aussi des personnes qui ont vécu dans des zones de guerre pendant plusieurs années est-ce que ça pourrait marcher aussi dans ce cas-là? Pour les gens qui ont vécu surtout des militaires, on a quelques militaires, hein, on leur demande de choisir le pire événement. On leur demande de choisir le pire événement et généralement, quand ça fonctionne, ça amène un apaisement qui diffuse un petit peu à l'ensemble des souvenirs. C'est-à-dire que parmi l'histoire traumatique, et donc la répétition d'événements traumatiques, il y en a toujours un
Le pire, on demande. Le pire, et c'est celui-là qui peut-être entraîne la symptomatologie TSPT la plus invalidante. Tu veux continuer à répondre? Mais évidemment, plus les personnes n'ont été qu'exposées une fois dans leur vie à quelque chose, etc., théoriquement, on pense qu'il y a plus d'efficacité dans ce contexte. Dans notre étude, on a assez peu de militaires, donc c'est compliqué de faire par catégorie de trauma, mais c'est là où on a le moins d'effets. On a une diminution de 8 à 10 points, alors que dans d'autres contextes ou autres, on a un effet beaucoup plus important. Là où ça marche vraiment très très bien, avec ou sans propranolol, c'est sur les agressions sexuelles. Je vous ai dit, c'est moins 8 points chez les militaires, et on est à moins 40, moins 45 points en moyenne sur les agressions sexuelles. Mais est-ce qu'on ne part pas de plus haut? Pas forcément, parce que les militaires sont des fois très très hauts, mais on a une diminution des fois extrêmement importante. En 3-4 séances, on a des patients qui passent à un niveau de 80, qui sont pratiquement au maximum, et qui descendent à 25 et en 3 séances. Et donc on a une amélioration extrêmement importante chez les agressions sexuelles. On n'en a pas énormément, on en a 9 si mes souvenirs sont bons, et on en a 7 qui ont une amélioration extraordinaire. Donc on essaye là encore de voir si... Est-ce que c'est le hasard? Parce que 7 sur 9, ça paraît beaucoup, mais la probabilité est quand même pas suffisante, la force de l'étude n'est pas suffisante, mais il semble y avoir quelque chose sur les agressions sexuelles. Les militaires décrivent pendant les périodes d'opérations extérieures, c'est-à-dire qu'en gros, ils partent plusieurs semaines, ils reviennent une semaine, ils partent plusieurs semaines. Ils décrivent, au-delà des événements traumatiques, comme avoir tué quelqu'un, ça te fait blesser, avoir un camarade, etc., ils sont en état d'hypervigilance et d'alarme, en train de screener, de scanner, H24, tous les événements. Tout peut être dangereux, tout est analysé, la boîte de conserve qui peut cacher une bombe, etc. Donc un gars qui revenait, un gars qui était vétéran, qui me disait que quand il a fini son service, qu'il est revenu, il travaille dans une exploitation agricole, au bout de 30 minutes de conduite automobile sur les petites routes de l'Ariège, même là où il n'y avait rien, il scanne tellement de choses sur la route, puisqu'on conduisait des blindés, qu'au bout de 30 minutes, il était obligé de s'arrêter pour faire une sieste d'un quart d'heure. Tellement il est épuisé, donc ils sont aussi dans un état de conditionnement général qui fait qu'il y a plus que l'événement particulier à traiter, quoi. J'avais une autre question aussi, c'est l'échelle qui mesure du coup le taux de traumatisme. Sévérité du traumatisme. Ouais, du coup, est-ce que ça prend aussi en compte, par exemple, la dépression qui est associée, ou ça, vous l'évaluez d'autre part? Il y a une tonalité dépressive, il y a un biais de comorbidité dans le trouble de stress post-traumatique avec la dépression, mais là, on a une échelle de dépression, si on a plusieurs échelles, on a une autre échelle. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation et bravo pour les résultats. Moi, je trouvais ça très surprenant, la séparation en fait, entre la mémoire contextuelle et la mémoire sensorielle. Donc, je voulais savoir plus au niveau... Émotionnel. Émotionnel. Donc, je voulais savoir plus au niveau neurosciences, comment ça se passait, parce qu'une intuition qu'on pourrait avoir, c'est que si on se rappelle exactement du contexte, ça pourrait percer par le même circuit émotionnel et avoir les mêmes émotions. Non, ça se passe bien, je vous rassure. Je fais un peu d'anatomie. Il existe différentes structures impliquées dans la mémorisation, et certaines structures sont plus ou moins spécialisées dans un type de mémoire ou une forme de mémoire. Donc il y a une structure très importante dans tous les souvenirs épisodiques que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'hippocampe, qui est vraiment une structure centrale pour à la fois créer le souvenir, consolider l'information et des fois le récupérer. Et elle gère toute la partie contextuelle du souvenir. Le où, le quand, c'est vraiment l'hippocampe. Et puis à côté de ça, il y a une autre structure qui est collée à l'hippocampe, qui s'appelle l'amygdale, qui elle va gérer l'ensemble des émotions et qui va donner la connotation émotionnelle à chaque souvenir. Sans cette amygdale, eh bien, vous n'avez pas d'émotion liée à un événement. Et donc, si vous n'avez pas d'émotion liée à un événement, eh bien, généralement, vous n'allez pas le mémoriser d'une façon très très forte.
Donc on a deux systèmes de mémoire, un qui est purement contextuel et un qui est plutôt émotionnel. Et bien sûr, les deux sont en interaction constante. Ils sont gérés bien sûr par d'autres structures qui vont augmenter le niveau, diminuer le niveau, mais il faut savoir qu'il y a deux structures qui sont vraiment très importantes. Donc ce qui est important ici, c'est que dans le cas du TSPT, on a un dysfonctionnement cérébral au niveau frontal, et ce dysfonctionnement-là va suractiver l'amygdale. Donc la suractivation de l'amygdale donne une connotation émotionnelle énorme à un événement quel qu'il soit. Donc on a, au moment de l'événement traumatique, on a chez certains individus une surmémorisation, un stress tellement important qu'il y a une surmémorisation de l'information. Et donc l'amygdale est vraiment très impliquée. Et quand on regarde le cerveau d'un patient TSPT, on voit sur les images une activation extrêmement importante de l'amygdale. Okay, alors qu'un patient qui a subi exactement le même traumatisme, ou à peu près le même traumatisme, et qui n'a pas un TSPT, eh bien, il a un niveau d'activation amygdalien qui est à peu près identique. Donc, vous voyez qu'il y a deux systèmes de mémoire qui sont en interaction. Et donc, le médicament, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dissocier sur un souvenir particulier la partie contextuelle liée à l'hippocampe et la partie émotionnelle liée donc à l'amygdale. J'étais à peu près clair. D'accord, oui, c'est exactement ça. Sur un souvenir particulier, celui qu'on a réactivé. Celui qu'on a réactivé. Okay. Faut bien voir, il faut toujours penser, on pense souvent en mémoire à court terme, mémoire à long terme, etc. Il faut mieux penser en mémoire active, mémoire inactive. Et ça fait des boucles. C'est-à-dire qu'on peut agir sur la mémoire que si elle est activée. Donc là, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, le souvenir est activé. Je peux agir dessus. Si je vous mets un électrochoc ou si se passe quelque chose, vous allez l'oublier. Dans quelques heures, il sera mis sous une forme stable et inactive. Et là, je peux faire tout ce que je veux, vraiment, et vous allez conserver ce souvenir. Par contre, si vous le rappelez, vous le ramenez sous une forme active, et là, de nouveau, il est fragile. Et que ce soit la mémoire active ou inactive, les deux sont dans l'hippocampe. Les deux souvenirs sont stockés dans l'hippocampe. Alors après, c'est encore plus compliqué que ça. C'est-à-dire que le traitement de l'information se fait dans l'hippocampe, mais le stockage ne se fait pas dans l'hippocampe. Et il se fait d'abord le traitement dans l'hippocampe, et puis par la suite, il va être dispatché dans différentes zones cérébrales, et surtout au niveau cortical. Il faut savoir qu'un traitement de l'information, c'est pas... Je vous ai dit que c'était quelques minutes, quelques heures pour passer en mémoire stabilisée, mais surtout, il faut savoir que ce traitement continue, et pour qu'il soit définitivement terminé, il faut environ 4 ans. C'est-à-dire que ce que vous apprenez là, parce que si vous mémorisez quelque chose, il sera stocké définitivement en mars 2022. Okay. Parce qu'on l'aura reconsolidé. Non. C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes de consolidation. Même s'ils ne révisent pas, ils s'en souviendront. Oui. Ils s'en souviendront si ça a un intérêt pour eux. Okay. S'ils n'en ont rien à faire, ce que j'espère pas quand même, vous allez au moins vous souvenir de quelques éléments. Vous allez vous souvenir, je suis allé à cette conférence, ça m'a plu, pas plu, etc. De la mouette peut-être. C'était pas une mouette, c'était une guifette moustaque. Mais ils vont s'en souvenir tous. Donc, mais ce traitement, il y a une première consolidation qui va être des modifications au niveau des cellules, des synapses. Et donc ça, c'est assez rapide, c'est 8-10 heures maximum chez l'animal et chez l'homme. Et puis cette information-là, elle va continuer à être traitée et elle va être transférée au niveau cortical. Et on sait chez l'homme que la fin du transfert, c'est pas réellement un transfert, mais les autres structures cérébrales au niveau cortical vont prendre le relais au bout de 2, 3, 4 ans. Donc si je laisse l'hippocampe, ou s'il y a une lésion de l'hippocampe chez quelqu'un, eh bien il n'est plus capable de mémoriser quoi que ce soit, mais il va perdre également les 4 dernières années de sa vie parce que ces données-là n'ont pas encore été complètement transférées. Par contre, tout ce qui est antérieur aux 4 ans, comme il a été transféré, il s'en souvient parfaitement. C'est exactement ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer, qui commence par les hippocampes. D'accord. Et donc chaque souvenir est aussi stocké dans l'amygdale ou c'est juste que l'on joue sur la connexion entre l'amygdale et les souvenirs? On ne sait pas exactement comment ça se passe, mais il n'y a rien de stocké réellement dans l'amygdale. C'est la connotation. L'amygdale va redonner la connotation émotionnelle. L'hippocampe ne stocke pas non plus l'ensemble des souvenirs. Il ne peut pas stocker des milliers d'informations ou des dizaines de milliers d'informations dans une structure aussi petite. Mais il va aller chercher les informations et il va également chercher les informations au niveau amygdalien pour reconstituer un souvenir avec un lien émotionnel. Donc on diminue la connexion entre les souvenirs et l'amygdale. Voilà. Donc c'est peut-être la matière blanche qui est affectée au niveau de... La matière blanche, voilà. Les connexions. Les connexions. Oui, les connexions. Ouais. Ouais.
Alors, je ne sais pas si c'est les connexions ou le traitement qui est différent, et donc la D'accord. connexion ensuite. Si vous diminuez, la connotation émotionnelle à un endroit sans toucher à la connexion, on peut peut-être avoir le même effet. Mais on rentre peut-être dans des détails un peu techniques là. D'accord, merci beaucoup. Oui, une question juste derrière. Ah. Non, allez-y. Allez-y. J'avais juste une question sur les peu ou pas d'effets secondaires du propranolol. Et je voulais savoir les peu d'effets secondaires. Si Alors, vous pouvez en dire quelques mots. Juste avant qu'il donne la liste des 50 effets secondaires possibles en chronique, il faut savoir que le médicament est pris depuis des fois par certains patients pour des migraineux ou les problèmes cardiaques. Tous les jours, ils sont sous propranolol. Nous, c'est 6 fois 1h30 en tout. Donc ça veut dire que si vous lisez bien sûr la notice des effets secondaires du propranolol, vous allez en voir plein parce que c'est des gens qui en prennent pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Nous, c'est 6 fois 1h30. Et là, donc là, effectivement, la plupart des effets secondaires surviennent sur un traitement de fond, ce qui n'était pas notre cas. Les cauchemars, ça peut masquer une hypoglycémie, ça peut ralentir trop fort le rythme cardiaque, donner une hypotension, voire une syncope, etc. Si la personne a un risque d'asthme, ça peut déclencher une crise d'asthme. Là, c'est contre-indiqué, c'est même pas un effet secondaire, etc. Nous, ce qu'on demande sur la prise unique, donc on mesure la fréquence cardiaque, la tension artérielle, toutes les demi-heures, pendant 3 heures la première fois, pendant 1h30 les fois suivantes. Et on demande, ça peut aussi faire une constriction des petites artères de la circulation périphérique, donner ce qu'on appelle un syndrome de Raynaud. On demandait si les gens avaient des extrémités froides, s'ils se sentaient très fatigués, parce que la tension artérielle baisse, la fréquence cardiaque, on peut vraiment se sentir très fatigué. Ça peut donner des gastralgies, ça peut donner mal au ventre, des choses comme ça, très très peu. Il me semble qu'à Tours et Lille, il n'y a personne qui a dû interrompre le traitement par rapport à un effet secondaire. Nous, on a eu 2. On a une dame marathonienne qui avait une fréquence cardiaque de base très basse, qui a baissé, qui est passée de 50 au repos à 38, ce qui n'est pas beaucoup. Très bien toléré, au niveau, elle n'a pas eu de problème de tolérance, mais on n'a pas voulu continuer à lui donner des propranolol parce que c'était éventuellement prendre un risque. Et il y a une autre dame qui a fait, très curieusement, même si c'était pas un traitement de fond, une insomnie. Elle n'avait pas de cauchemar, elle n'a pas de reviviscence, mais ça a entraîné une insomnie assez importante. Et chez elle, on l'a arrêté. Après, les effets secondaires classiques qu'on voit dans les traitements de fond, on les observe pas puisqu'on est en prise unique. tu as vérifié que c'était bien une patiente propranolol? Que c'était? Une patiente propranolol pour les insomnies? Oui, j'ai regardé. Celle-là, j'ai regardé. Oui. J'ai regardé. Peut-être une des dernières questions. Bonsoir. Je me demandais par exemple si on efface la dimension, la connotation émotionnelle du souvenir traumatique, est-ce que ce souvenir deviendra banal et donc effacé? Donc la dimension contextuelle disparaîtra aussi parce que ça sera aussi important que ce que j'ai mangé par exemple hier au petit déjeuner. Donc, Oui, en théorie, ça pourrait être le cas, mais je ne pense pas que ça le soit. Parce qu'on passe d'une mémoire traumatique avec un niveau émotionnel énorme à quelque chose qui est désagréable, on va dire. Donc on reste dans quelque chose qui n'est... Enfin, on n'est plus dans le pathologique et on revient dans quelque chose de désagréable. Mais c'est vrai qu'il y a certains patients qui disent j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est extérieur à moi, quoi. Donc peut-être que cela, à force, pourrait oublier. Mais j'y crois pas trop parce qu'il y a eu tellement de répétitions. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu des dizaines, des centaines, voire des milliers de réviviscences des fois du même souvenir. Donc oublier ce souvenir précis contextuellement alors qu'on l'a réactivé, je ne sais pas, 3, 4, 10 fois par jour pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, j'y crois pas trop. Mais en théorie, s'il n'y a plus aucune émotion, théoriquement, vous n'avez aucun intérêt à le garder, quoi. Et on sait que si vous apprenez quelque chose que c'est ni positif ni négatif, c'est complètement neutre, grosso modo, vous n'avez rien à faire et vous n'avez aucune raison de le mémoriser. Donc en théorie, il devrait s'atténuer. Mais comme je vous dis, à force de répétition, on est pratiquement dans la mémoire répétitive, je ne pense pas qu'il puisse s'effacer, quoi. D'accord, merci. Une question devant. La question était au sujet de la prise de médicaments.
Le propranolol, si une personne prend le propranolol de manière courante, est-ce qu'elle est moins sujette au stress post-traumatique? Ça, on l'a pas. Il y a quelques études qui sont intéressées à ça, notamment chez les brûlés, puisque dans la prise en charge des brûlés en soins intensifs, dans l'unité de brûlologie, ils donnent souvent du propranolol pour la protection cardiaque, etc. Donc il y a des gens qui ont screené à la fin du passage en réanimation des cohortes de patients brûlés ayant eu du propranolol. Il n'y avait pas moins de PTSD chez les gens, chez les brûlés ayant reçu du traitement de fond par propranolol que chez les brûlés qui n'avaient pas eu. Sur ce type d'études, on peut pas l'expérimenter puisqu'on peut pas donner. Mais les gens qui ont essayé de regarder comme ça dans des échantillons, nous donner du propranolol, s'il y avait des différences, au jour d'aujourd'hui, on l'a pas montré. Ouais. Je sais qu'il y a d'autres études qui sont en cours sur d'autres formes de traumatisme suite à l'accouchement. C'est qu'il y a certains PTSD liés à l'accouchement également, et qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sous propranolol avant, et donc c'est en cours également. Mais c'est une idée qui revient entre guillemets. C'est est-ce qu'on peut prévenir l'arrivée de TSPT avec du propranolol? Alors bien sûr, on ne va pas en donner à toute la population générale parce que pour des raisons éthiques, mais certains groupes de chercheurs ou de médecins se posent la question sur des populations à risque. C'est-à-dire qu'on sait que certains intervenants sur des scènes extrêmement difficiles, les pompiers, les sauveteurs de montagne qui arrivent et qui voient des choses très 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 désagréables. Et voilà. On sait que cette gestion du risque-là peut-être être faite par un médicament sur une population extrêmement ciblée. Essayer peut-être de trouver une solution pour cette population-là qui développe un fort taux de TSPT, essayer de trouver quelque chose pour prévenir l'arrivée de TSPT. Mais pour l'instant, le propranolol n'a jamais été donné dans ce cas-là. Bien, nous sommes malheureusement arrivés. Alors, c'est vraiment une toute petite question avec une toute petite réponse. C'est une toute petite question. C'est juste un terme technique. Je voulais savoir si... par rapport à l'effet placebo que vous avez observé contre toute attente, si si juridiquement, dans un cadre thérapeutique, vous pourriez donner à un patient un placebo tout en lui disant que c'est pas un placebo, parce que j'imagine que ça n'a quand même pas le même effet s'il est conscient. Oui, ça, je ne sais pas d'un point de vue juridique. Mais vraiment, d'abord, ce qu'on fait, c'est pas réellement un effet placebo, parce que quand on passe effet placebo pour du cancer ou quelque chose comme ça, ou une autre pathologie, on donne le médicament, point barre. Là, il ne faut pas oublier que c'est toute une procédure. On fait une procédure de réactivation, reconsolidation, avec ou sans médicament. Donc ça n'a rien à voir avec un placebo classique, on va dire. Mais vous avez... je n'ai pas la réponse à votre question, peut-être que Philippe l'a, mais ce qui est très important, c'est la question qu'on se pose, c'est dans le cas théorique où on dit aux patients la procédure de réactivation-reconsolidation, vous avez un faible TSPT, vous n'avez pas besoin de médicaments, est-ce que je vais avoir le même effet parce que je vais lui dire qu'il n'y a pas de médicament? Ou est-ce que je dois lui dire qu'il y a quand même un médicament? On n'a pas le droit de faire ça. Non, là, vraiment, on est obligé de s'arrêter. Donc, merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions et l'intérêt que vous avez porté à cette conférence. Et je suis sûr que merci à nos deux orateurs. Bravo encore.